Bonsoir à tout le monde. Je rappelle les règles de sécurité, c'est-à-dire que vous gardez votre masque. Nous, on est dispensés. Et, et vous pouvez, quand vous poserez, si vous avez des questions, le micro, vous pouvez évidemment enlever votre masque. Bon, d'abord, je vous souhaite la bienvenue. C'est la première fois depuis très longtemps que nous reprenons à l'IREMO les conférences en présentiel. Donc, nous sommes très heureux de vous retrouver. Et nous sommes très heureux de pouvoir reprendre régulièrement les midis de l'IREMO, les controverses du soir, etc. Et on espère vous revoir régulièrement. Alors aujourd'hui, on a un thème qui est particulièrement dans l'actualité avec l'Afghanistan. Avec deux personnes qui vont intervenir, le principe est le même, ils vont intervenir chacun 15 à 20 minutes et ensuite peut-être je leur poserai quelques questions et ensuite vous aurez la parole. Donc il y a aussi deux livres dont ils sont les auteurs, donc Gilles Doron-Soro, Le gouvernement transnational de l'Afghanistan, une si prévisible défaite, et je signale que le livre a été terminé et publié avant la chute du régime, et de Adam Basko, La guerre par le droit, les tribunaux talibans en Afghanistan. Les deux livres, vous les trouverez à l'entrée, vous pourrez les acheter et les faire dédicacer par les auteurs. Donc je passe la parole d'abord à Gilles Doron-Soro. Merci encore une fois. Merci d'être là. C'est un plaisir, un honneur aussi de venir vous parler de mon livre ce soir. Le plaisir, c'est parce que moi, je n'ai pas le masque, vous l'avez. Ce qui multiplie évidemment le plaisir de parler. Alors, je dirais peut-être en introduction que la temporalité de la crise, la temporalité réelle de la crise, c'est-à-dire les moments où les décisions stratégiques ont été prises et la perception que le public non spécialiste peut en avoir sont des choses assez radicalement différentes. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, j'écrivais un papier qui s'intitulait « Waiting for the Taliban », en attendant les talibans. Donc, disons qu'en juin 2011, la trajectoire était déjà nettement, c'était le début du désengagement, hein, la trajectoire de l'Afghanistan amenait assez logiquement à une victoire taliban, même si, évidemment, il aurait pu y avoir des bifurcations. Hein. Et j'allais dire que le dernier coup dans le cercueil, ça a été bien sûr l'accord entre Trump et les talibans de février 2020. Là, disons qu'on est dans une situation de survie. Hein. C'est un régime qui va s'effondrer. Alors, quand est-ce qu'il va s'effondrer ? Je crois que nous, on avait plutôt parié quelque part avant Noël. En fait, ça s'est retrouvé le 15 août. Mais bon, vous voyez que la surprise médiatique, en comparaison, est quand même quelque chose d'un peu surprenant. Voilà. Alors, maintenant, on va procéder en deux temps. D'abord, moi, je vous ai expliqué pourquoi on a perdu. Ensuite, Adam va vous expliquer pourquoi ils ont gagné, ce qui me paraît assez complémentaire. Et de mon point de vue, il y a trois éléments clés qui expliquent la faillite occidentale. Hein. Faillite dont je rappelle qu'elle est importante, non seulement pour l'Afghanistan, mais peut-être encore beaucoup plus pour l'OTAN, qui s'est révélée une machine non fonctionnelle, ce qui est un peu embêtant parce qu'ils sont quand même censés protéger l'Europe, parce que les comportements des Américains vis-à-vis de leurs alliés ont été, disons, un peu particuliers, pour tout un tas de raisons. On a un problème de sécurité majeur aujourd'hui et l'Afghanistan est le révélateur de ça. Hein. Un peu comme le comportement de l'armée soviétique, enfin ce qu'on appelle l'armée rouge un peu à tort, a été révélateur de la désintégration du système communiste, du système soviétique dans les années 80. Voilà. Alors le parallèle évidemment c'est pas de même nature, hein. Les causes de l'échec sont pas les mêmes, mais on a à chaque fois quelque chose qui doit attirer profondément notre attention. Donc, pour simplifier une situation qui est quand même relativement complexe, j'ai construit le livre autour de trois thématiques. La première thématique, c'est l'échec de l'expertise, la fabrique de la méconnaissance, c'est-à-dire comment les Occidentaux ont réussi à bâtir un système impressionnant
d'expertise, de think tank, en commandant des études, souvent quantitatives, très lourdes, très coûteuses aussi. Comment ce champ de l'expertise s'est développé de manière accélérée, multiplication des thèses, des enquêtes, des réflexions stratégiques, des séminaires, tout ce qu'on peut faire pour s'occuper dans ce genre de type de milieu. Et en même temps, comment cette expertise, à chaque fois, a donné la mauvaise réponse, hein, à chaque fois. Bon, et là, on a quelque chose qui nous interroge, non pas sur le niveau intellectuel en tant que tel des experts, qui sont souvent très bien formés, mais plutôt sur des phénomènes beaucoup plus structurels. Alors, je vais vous expliquer les phénomènes structurels, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je vais vous expliquer quels sont les constituants de ce que j'ai appelé une anthropologie imaginaire de l'Afghanistan. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est passé par la tête des Occidentaux quand ils sont intervenus? Comment ils voyaient le pays? Comment ils voyaient l'Afghanistan? La première chose surprenante, c'est que les experts voyaient l'Afghanistan d'abord comme un pays traditionnel. Un pays traditionnel, un pays, on va y revenir, tribalisé, un pays finalement de turbans, de personnes enturbanées, avec la barbe blanche. Alors je ne sais pas si c'est un souvenir des années 70 et des gens qui avaient fait la route pour Katmandou, mais on a vraiment une image d'Épinal de l'Afghanistan. Alors la réalité, évidemment, elle n'est pas comme ça. La réalité, c'est un pays où l'âge médian est 18 ans, qui évidemment est fasciné par les séries télévisées, alors plutôt indiennes qu'occidentales, mais voilà, qui est en pleine transformation socio-économique, un pays où une large partie de la population est obligée de bouger à cause des combats. 5 millions de réfugiés, des centaines, enfin des millions maintenant de réfugiés intérieurs. Donc on a une population qui a été profondément traumatisée, transformée par 40 ans de guerre. 40 ans. Sachant, comme je vous le disais, que l'âge médian est 18 ans. Et de plus, c'est un pays qui, contrairement à ce qu'on dit trop souvent, est un pays où les vagues révolutionnaires sont très fortes. L'idéologie est très importante. Il faut absolument sortir de l'idée que les Afghans, finalement, bon, tout se négocie, il n'y a pas de véritable affiliation idéologique. Si, il y en a. Ça a même divisé nombre de familles en Afghanistan. Un fils était communiste, l'autre fils était islamiste, ou alors parfois les deux fils étaient communistes, mais pas dans la même branche du communisme. Donc, c'est une histoire importante sur Kandahar notamment. Et donc, on a, si vous voulez, une production de mouvements révolutionnaires accélérés, qui est évidemment liée aux transformations sociales, depuis les années 70. Alors, on a gardé les islamistes en mémoire, mais il y avait aussi des maoïstes, il y avait des communistes, il y avait des mouvements ethno-nationalistes, il y avait des communistes purs et durs version Moscou, mais il y avait aussi d'autres versions. On avait tout un panel d'options idéologiques, et le temps qui passe a plutôt durci les affiliations. Et aujourd'hui, évidemment, il n'y a pas de réconciliation, il y a deux récits qui s'affrontent sur l'Afghanistan. Donc, un pays qui est tout sauf traditionnel, un pays qui est en pleine mutation. Le deuxième aspect, c'est l'importance des tribus dans l'imaginaire occidental. Alors, je ne sais pas si c'est le visionnage répété de Laurence d'Arabie ou si c'est un héritage qui ne serait pas contradictoire, un héritage de la politique coloniale britannique, mais en tout cas, les Occidentaux ont surinvesti sur les tribus en Afghanistan. Ils les ont, dans certains cas, ils les ont quasiment inventées, je dirais. Or, les tribus sont un élément social, socio-économique important en Afghanistan dans quelques provinces. Alors après, il y a deux types de tribus, mais on peut dire que certaines provinces de l'Est, oui, les affiliations tribales sont un élément clé. Mais les tribus n'ont pas fait l'histoire politique de ces 30 ou 40 dernières années. Les groupes de combattants n'étaient généralement pas fondés sur une affiliation tribale. Ça pouvait arriver, mais auquel cas c'était des petits groupes relativement limités. Les grands commandants des années 80-90 ne sont pas les représentants des tribus, les talibans non plus. Donc vous voyez que l'idée du tribal, c'était également une idée fausse. Troisième idée fausse, c'est le rapport au local. Les Occidentaux, systématiquement, ont pensé l'Afghanistan comme une suite de localités, en imposant au réel une grille de lecture qui
présupposait que les Afghans s'intéressaient essentiellement à ce qu'ils avaient autour d'eux, qu'ils étaient donc non idéologiques, que c'était essentiellement des intérêts de type économique qui les motivaient, y compris quand ils rejoignaient l'insurrection, et que finalement, on pouvait manipuler les équilibres sociaux pour arriver à une stabilisation au niveau d'une vallée, ce que les Français ont tenté de faire dans le Capissa d'ailleurs, ce qui, comme vous le savez, a merveilleusement bien marché. Mais c'est vrai pour la plupart des endroits en Afghanistan. Donc, l'idée qu'on allait pouvoir faire des petits isolats comme ça, contrôler des isolats, maîtriser les équilibres. Or, en fait, c'est tout le contraire. L'Afghanistan, c'est un pays où les idées circulent, les gens circulent. Quand vous avez un Coran qui brûle aux États-Unis, vous avez une manifestation à Kaboul. Les courants idéologiques du sous-continent indien sont extrêmement puissants. Pas simplement la version Deobandi qui inspire les talibans, mais beaucoup d'autres courants. Donc on est devant un pays qui est véritablement dans un moment d'ouverture, pas forcément positive, mais d'ouverture, de transformation, et on a essayé de gérer ce pays comme une suite d'isolats, alors que c'était précisément un mouvement de mobilisation sociale. Dernier élément, mais je ne vais pas y insister puisque Adam va en parler, c'est la nature même des talibans. La coalition a considéré que les talibans étaient une suite de mouvements inorganisés, sans leadership, pas centralisés, incapables de mettre en place une administration. C'est exactement le contraire. On s'en aperçoit. Pensez qu'encore il y a quelques semaines, j'ai vu que le State Department et le ministère de la Défense américain se disputaient pour savoir si la famille Haqqani était effectivement partie des talibans. Alors que Haqqani est ministre de l'Intérieur et que ça fait des années que, en lisant simplement les textes, en parlant à des gens, on sait que la famille Haqqani fait partie des talibans. Mais vous voyez qu'il y a une telle méconnaissance de l'ennemi, un tel mépris aussi, qu'on est passé à côté de tous les signaux et qu'on n'a pas su lire la stratégie des talibans. Donc ça, c'est le premier bloc, c'est donc un Afghanistan imaginaire. On a un deuxième bloc maintenant, qui est la façon dont on a mis en place la reconstruction ou la soi-disant reconstruction de l'Afghanistan. On est dans les années 2000, c'est-à-dire qu'on est, j'allais dire, à un moment où le néolibéralisme, au sens de retrait de l'État, au sens de privatisation, au sens d'arrangement entre puissances économiques, est le modèle dominant aux États-Unis et donc dans le reste des pays occidentaux. Et en Afghanistan, on va avoir la mise en place de ce que j'appelle un gouvernement transnational, c'est-à-dire, premièrement, un contournement systématique de l'État afghan. Les ONG ne sont pas totalement innocentes dans ce jeu-là. Systématiquement, on va donner des financements, on va réorganiser le système administratif pour contourner l'État afghan. Ça, c'est quelque chose qui a été central dans le jeu qui s'est mis en place à partir de 2001, enfin en pratique plutôt de 2002. Donc, premier élément, le contournement. Et ce qui va avec le contournement, c'est le fait que l'administration afghane, le gouvernement afghan n'a jamais eu les ressources pour recruter des cadres compétents, parce que les payes étaient meilleures dans les ONG ou dans les organisations internationales, pour créer ce qu'on pourrait appeler un esprit de corps, et surtout pour embaucher assez de fonctionnaires. L'Afghanistan est un des pays les plus sous-administrés du monde. Il n'y a simplement pas assez de fonctionnaires, ou de gens, disons, au sens large, qui travaillent pour l'État. Évidemment, ça a produit une délégitimation des structures étatiques, renforcée par d'autres processus, notamment la corruption, qui n'est pas une tradition afghane particulière, mais qui a été très largement créée par l'afflux de financement sans contrôle. USAID, par exemple, l'agence américaine, a vu ses budgets multipliés par pratiquement 10, mais son personnel qui avait été écrémé lourdement dans les années 90 n'a pas été remis au niveau. C'est-à-dire qu'une seule personne pouvait gérer des dizaines de projets pour des centaines de millions de dollars, ce qui veut dire concrètement qu'il n'y a pas eu de contrôle. De plus, une grande partie de l'argent, en fait, est retournée en Occident. Moi, je considère la guerre d'Afghanistan comme une machine à transformer des impôts
en profit privé. C'est véritablement ce qui s'est passé. Les grandes entreprises américaines ont été les premières servies, mais pas les seules totalement. Les élites afghanes aussi en ont profité, mais beaucoup plus marginalement. Et donc, en déversant sur une économie encore très faible et sans industrie des sommes aussi importantes, mécaniquement, on crée de la corruption, on crée de la captation, et l'argent est réinvesti à l'étranger. Pour une raison simple, c'est que vous n'avez pas de possibilité en Afghanistan d'avoir un rendement et une sécurité des investissements. Ce qu'on a vu comme investissement à Kaboul dans le bâtiment, par exemple, c'est d'abord du blanchiment d'argent et très vite les prix sont effondrés, ça crée des bulles spéculatives et les prix sont effondrés. Dans le même sens de ce gouvernement transnational, on a créé en fait un système où le gouvernement afghan n'était pas en mesure de décider et d'appliquer les politiques publiques. Les politiques publiques réelles sur l'éducation, la sécurité, tous les domaines clés ont été décidés ailleurs par les opérateurs internationaux, on peut les appeler comme ça, et le gouvernement afghan était pratiquement dépourvu de moyens d'influence sur ces décisions. Sauf dans les dernières années, vous avez un durcissement, mais là, c'est quand les pays de l'OTAN commencent à partir. Donc en fait, on a créé une classe dirigeante afghane qu'on avait choisie, puisque c'est nous qui avons mis au pouvoir des gens, des criminels de guerre comme Dostum, des trafiquants de drogue comme Karzai, anciens talibans, des groupes armés spécialisés quand même essentiellement dans l'Est, dans le trafic de drogue et la contrebande. C'est nous qui avons mis ces gens au pouvoir. Et en même temps, on les a dépossédés, j'allais dire, de tout moyen concret de faire gouvernement. C'est-à-dire que c'est une classe dirigeante, en fait, qui n'a jamais dirigé. C'est une classe dirigeante essentiellement parasite. Et la façon dont la quasi-totalité de ses membres ont fui l'Afghanistan sans se battre il y a quelques mois donne une idée des intérêts qui s'étaient très largement déplacés du côté de Dubaï ou du côté, alors ça dépend, la Turquie, Dubaï, un peu en Asie centrale, mais pas beaucoup. En tout cas, c'est les gens qui progressivement ont eu un horizon de sortie qui était l'exil et pas du tout la lutte en Afghanistan. Dernier élément, si je ne suis pas trop long. Dernier élément, c'est la gestion de la violence. Et ça fera une bonne transition avec ce que va dire Adam. La gestion de la violence en Afghanistan, elle a été faite sur deux registres. D'un côté, j'allais dire les règles d'engagement classiques, protéger la population, éviter de tirer sur un village même s'il y a des talibans, essayer de gagner les cœurs et les esprits, etc. Donc ça, c'est un premier discours, c'est aussi une certaine pratique. Et puis la réalité dominante, ça a été les forces spéciales, les opérations totalement hors de tout système juridique, les emprisonnements, la torture, les éliminations ciblées, les listes de personnes à éliminer données au commandement de l'OTAN, et ensuite qui alimentaient les opérations américaines. Donc un certain nombre de pratiques qui ont pour résultat de casser totalement toute confiance entre la coalition et la population afghane et en fait de renforcer le sentiment dans la population que les Occidentaux n'étaient pas là pour reconstruire un État, reconstruire un système, ce qui est la demande centrale de la population afghane, mais plutôt pour opérer à court terme sur des objectifs très obscurs pour la population, puisque effectivement les éliminations ciblées, par exemple, n'ont jamais vraiment fait sens. Les gens ciblés n'étaient pas toujours membres des talibans ou d'Al-Qaïda. Il y avait une espèce de brouillard de guerre particulièrement épais autour des opérations des forces spéciales, et sans que ça a produit une adhésion pour les talibans dans certains cas, mais surtout un extraordinaire rejet du gouvernement en place et des forces de la coalition. Et c'est ce qu'on a vu en fait en août, c'est une espèce de sondage en direct, non pas de soutien aux talibans, mais de rejet de ce qu'on avait essayé de mettre en place pendant 20 ans. Je vous remercie. Un grand merci. Je suis en retard. Non, c'était très bien dans les temps, merci. Et donc on a eu les raisons de la défaite de la coalition. On va voir maintenant les raisons de la victoire des talibans.
Alors, effectivement, peut-être la première question à poser lorsqu'on se demande pourquoi les talibans ont gagné, c'est pourquoi je décide de me pencher autant sur le droit. Et là, pour répondre à cette question, je ne suis pas juriste, je fais des sciences politiques, et le fait de choisir de travailler sur les tribunaux talibans n'est pas venu fondamentalement d'une question propre que j'aurais apposée en arrivant en Afghanistan, elle est venue de l'inverse, elle est venue d'une enquête de terrain, où en me rendant en Afghanistan, moi la question que je me posais, c'était, j'étais en 2009-2010, jeune Français ayant lu sur l'Afghanistan à partir de cette anthropologie imaginaire dont Gilles parlait, et donc avec cette vision des talibans principalement sur les types de descriptions qu'on envoyait, c'est-à-dire un mouvement archaïque, des va-nu-pieds, profondément impopulaire, un mouvement de pecno aussi, toute cette imagerie d'un groupe rural qui n'a pas de place dans le pays, et néanmoins en 2009-2010, un fait indéniable, visible quand même de l'extérieur, même si beaucoup ont voulu ne pas le voir, une progression talibane évidente, et donc un questionnement très simple, une insurrection qui progresse et une insurrection qui a un soutien populaire, d'où vient ce soutien populaire? J'ai commencé à poser ces questions aux gens que je rencontrais, d'abord plutôt dans des réseaux pro-gouvernement, pour des raisons évidentes, quand on atterrit à Kaboul et qu'on arrive sans connaître grand monde en Afghanistan, on est d'abord pris dans des réseaux pro-gouvernement, et c'est dans les réseaux pro-gouvernement que le début de la réponse est arrivé. J'étais un jour en train de faire un entretien avec un opposant aux talibans, quelqu'un qui depuis une quinzaine d'années s'était engagé contre les talibans, et qui, à la suite de différentes discussions, où il m'expliquait tout le mal qu'il pensait des talibans et de leur programme, m'explique que suite à un vol de bétail, il a fait appel au juge taliban. Évidemment, étonné de ce décalage entre un manque d'adhésion politique et pourtant une reconnaissance d'une meilleure efficacité d'un système de justice, je me suis dit que cette question était intéressante. J'en ai pas mesuré l'importance à cette époque-là, c'est juste resté quelque part dans ma tête comme une question que je me suis mis à poser de manière un peu systématique. Avez-vous eu affaire à des juges talibans? Question que je posais dans des réseaux qui étaient peut-être pas assez ruraux ou pas assez dans des zones sous administration talibane dans un premier temps pour trouver des gens, jusqu'à mon deuxième terrain, 6 mois plus tard, où je suis dans une autre région du pays, une région importante puisque les talibans en proviennent, Kandahar, dans la ville de Kandahar, où je suis avec un notable rural, associé de manière très lointaine au clan Karzai, et qui, dans la logique assez classique, les talibans éliminaient, lorsqu'ils s'implantaient dans un village, tous les représentants du gouvernement ou tous les relais liés au gouvernement, et donc lui, en tant que relais, c'est un notable rural qui était proche des réseaux au pouvoir, et donc les talibans étaient arrivés dans le village et lui avaient dit qu'il avait quelques jours pour partir, ou sinon il serait exécuté. Il avait donc pris ses affaires et il s'était réfugié dans la ville de Kandahar. Et donc on fait cet entretien où il m'explique d'ailleurs très élégamment que les talibans ne sont pas des talibans, en jouant sur ce que signifie le mot taliban en persan, c'est-à-dire jouant sur, disant l'organisation des talibans, ce ne sont pas des étudiants en religion, pour le dire autrement, ils ne connaissent pas la religion, ils sont des ignares, ils ne représentent pas l'islam. On finit l'entretien, mais moi j'ai un entretien qui correspond assez à la position sociale de mon acteur. Il est anti-taliban, il est pro-gouvernement, il dit beaucoup de mal des talibans, c'est relativement logique. On se lève, l'entretien est fini, et je lui demande la question que j'ai oubliée, qui devenait un peu rituelle, et vous avez eu affaire à une cour talibane? Il me dit oui, les juges talibans sont très bien. Et là, je lui demande gentiment s'il serait d'accord de se rasseoir. Il a été très gentil. Il a pris 4 heures avec moi tout de même, 2 fois 2 heures, puisque quand on est reparti pour 2 heures. Ce qui était une autre bonne raison de travailler sur les questions de justice, c'est que, alors qu'il fallait souvent pousser les gens pour qu'ils répondent à des questions, dès qu'on pose des questions sur des conflits fonciers ou des juges talibans, on se retrouve avec les gens qui racontent leur vie. Alors là, on peut prendre des notes et des notes et des notes, parce que les gens ont envie de parler. C'est typiquement ce qui s'est passé. Il s'est mis à longuement me raconter l'affaire, qui pour lui avait été une affaire extrêmement inquiétante, puisque son voisin s'était dit, petit malin, que cette personne étant menacée par les talibans et un ennemi politique, il pourra en profiter pour s'approprier sa parcelle. Et donc il avait compté sur les talibans pour récupérer la terre de son voisin, ce qui s'en était en suivi un procès. Il m'explique qu'il a été convoqué par le juge taliban et qu'il se rend dans un petit hameau à une quarantaine de kilomètres de la ville de Kandahar, dans une des zones des combats les plus intenses. Vraiment, en 2010, se rendre dans un endroit pareil, c'est traverser vraiment l'une des zones, c'est Jareh et Panjwai, c'est 2 des districts où les combats sont les plus intenses. Et déjà, il m'explique que ce n'est pas un problème de s'y rendre, parce qu'en fait, les talibans, au checkpoint, laissent passer évidemment quelqu'un qui a une convocation d'un juge. Déjà,
Pour ce qui est du côté des organisés d'un mouvement, c'était plutôt un signe intéressant d'une forme d'organisation. Et il me raconte une audience extrêmement formalisée, un juge qui convoque les deux parties doivent venir avec des témoins, des documents, le juge regarde les deux documents, prend un temps de délibération, lui-même le juge lui-même a fait une forme d'enquête dans le village où se passe le conflit foncier et délibère en fonction justement de ce notable rural en disant qu'effectivement les documents sont formels, la parcelle lui appartient. Et il conclut, vraiment, les juges talibans sont meilleurs que les juges du gouvernement. Et c'est à ce moment-là que moi j'ai compris l'importance de suivre cette question-là, d'engager cette enquête-là, avec cette formulation qui est essentielle. Les juges talibans ne sont pas bons, ils sont meilleurs que les juges du gouvernement. Et c'est pour ça, l'avantage de parler après Gilles, c'est que comme il a expliqué une bonne partie des choses qui expliquent le rejet de ce gouvernement, je vais pouvoir aller vite sur cette question. Le premier point à bien comprendre, c'est que la justice talibane, elle est devenue populaire dans les campagnes, d'abord de manière contextuelle. C'est classique dans les guerres civiles. Fondamentalement, une guerre civile, c'est un affrontement entre des mouvements armés, mais c'est aussi en dessous un affrontement entre plusieurs revendications à exercer le droit. Et donc, quelqu'un comme les talibans ou le régime qui prétend exercer le droit ne l'exerce que comparativement à l'autre mouvement. Ce sont des revendications qui sont contradictoires, qui sont prises dans une lutte, une compétition pour être l'acteur qui régule les comportements sociaux. Et c'est dans ce contexte-là vraiment que les talibans ont gagné la guerre par le droit. Ils l'ont gagné contre le gouvernement. Donc, pour comprendre ça, il faut comprendre que dans le domaine juridique, justement, les éléments que Gilles a mis en avant sont particulièrement extrêmes. Ils le sont à deux niveaux. Le premier, c'est que la traque des militants talibans et des militants d'Al-Qaïda, qui étaient considérés comme la même chose en 2001, on oublie le manichéisme avec lequel les opérations militaires sont faites aujourd'hui, et il est important de s'en rappeler, pour les forces spéciales, c'est traduit en fait par une implication dans les conflits fonciers et dans les conflits locaux. Les forces spéciales cherchaient des alliés, ils ont été voir les gens de l'Alliance du Nord, mais même plus localement, ils cherchaient des gens qui leur donneraient du renseignement, et ils se sont donc régulièrement impliqués, pas tout à fait en le sachant, parfois en le sachant. Il y a même un commandant d'un détachement des forces spéciales qui le revendique lorsqu'il écrit qu'il faut s'allier aux tribus, en disant que moi, j'aidais les gens à s'approprier la terre du voisin, parce que comme ça, on avait une vraie alliance bien scellée. Et donc, on a cette logique d'alliance pour obtenir du renseignement qui va se traduire, évidemment, par l'autre partie va voir les talibans, puis au bout d'un moment et d'un certain désordre, le système taliban s'avérant plus efficace, les deux parties finissent chez les talibans. On a plusieurs... Moi, dans plusieurs endroits du pays, j'ai vu comment l'action des forces spéciales combinée avec la manière dont les talibans fonctionnaient ont littéralement retourné des districts qui étaient anti-talibans en faveur des talibans. Le deuxième élément, c'est que ce système judiciaire taliban, il va être en face d'un système judiciaire qui est mis en place par les Occidentaux et qui est mis en place de manière catastrophique. C'est probablement l'un des endroits qui est le plus grand désastre de l'intervention et surtout c'en est un des plus déterminants. On a considéré que c'était pas très important et donc que lorsqu'on a divisé le gâteau des secteurs de l'État, il a été donné aux Italiens, qui étaient considérés comme quelque part un acteur un peu moins important. Et donc les Italiens se retrouvent à réinventer de manière complètement ad hoc un droit sans prendre en compte la législation préexistante afghane. Vous voyez, quand on parlait d'anthropologie imaginaire, l'idée qu'il n'y a pas de droit en Afghanistan, alors qu'il y a un code pénal en 75, un code de procédure pénale en 77, on les ignore complètement, on réécrit de zéro des codes pénals inspirés du code pénal italien, donc la famille des appositions. Je pourrais les ambassades se sont mis à écrire les lois les unes après les autres. La loi anti-blanchiment afghane est une copie de la loi anti-blanchiment américaine, qui est d'ailleurs contradictoire avec la loi de procédure pénale italien. Et on a toute une série de choses qui fait que le Parlement lui-même n'écrit pas de loi. La seule loi que le Parlement fait entre son commencement en 2005 et 2009, c'est la loi de 2007 d'amnistie des commandants qui ont fait des crimes de guerre dans les années 80 et 90. C'est la seule loi votée par le Parlement afghan en 2009. Voilà. Et donc, le système de justice qui va découler de cette construction-là va être un système qui va fonctionner sur un système de corruption extrêmement important, omniprésent. Les procès sont des enchères du côté du gouvernement. Celui qui paye le plus gagne le procès, sauf que le problème, c'est qu'une fois que vous avez gagné en instance, il faut repayer en cour d'appel. Puis après la cour d'appel, il faut repayer en cour suprême. 80% des cas en instance sont allés en appel, 70% des cas d'instance finissent devant la cour suprême. Donc il faut payer au moins 3 fois, plus la police, sans compter l'huissier pour que l'affaire avance. Et donc, c'est dans ce rejet-là que les talibans vont pouvoir, quelque part, pallier les déficiences de l'État, répondre à une demande d'État auquel les Occidentaux n'ont pas répondu, auquel l'État en place n'a pas répondu.
Les talibans le font pour deux raisons. Les talibans le font d'abord d'une manière évidemment pragmatique, stratégique. Ils commencent à se réimplanter en 2002 avec peine, puis de manière de plus en plus rapide au fur et à mesure où les forces spéciales font leurs opérations, qui leur amènent des frères, des pères, des cousins de personnes tuées, souvent d'ailleurs par erreur, par les forces spéciales, enfin qui n'étaient pas talibans, quoi. Mais progressivement, quand ils s'implantent dans les villages, ils rencontrent une demande, au fur et à mesure où ils ont enlevé les services du gouvernement, de gens qui veulent qu'ils traitent les conflits fonciers, qu'ils traitent les conflits commerciaux, qu'ils traitent les conflits matrimoniaux. Donc les talibans, de manière très pragmatique, en contraste d'un régime qui fonctionne mal, vont investir fortement dans la justice. Et quand je dis qu'ils investissent fortement, c'est qu'en 2008, 9, 10, on a 800 juges dans le pays. On a autant, voire plus de juges que du côté du gouvernement dans certains moments chez les talibans. Donc un investissement lourd. Mais ce n'est pas simplement une question stratégique chez les talibans, c'est aussi lié à ce que sont les talibans. Parce que ce qu'ils font dans les années 2000 est une répétition de ce qu'ils ont fait dans leur formation dans les années 90, où, à nouveau à cette époque, enfin déjà à l'époque plus exactement, ils avançaient en mettant en place des tribunaux un peu partout dans le pays. C'était une de leurs priorités. Et d'ailleurs, l'une des choses que leur reconnaissaient, y compris des gens en ville qui avaient été plutôt anti-talibans, c'est qu'à l'époque des talibans, il y avait cette nostalgie à l'époque il y avait la sécurité, et à l'époque les tribunaux n'étaient pas corrompus. Un discours que moi j'ai entendu à plusieurs reprises chez des gens qui étaient restés à Kaboul dans les années 90. Eh bien, ils refont la même chose. Ils le refont en raison de qui ils sont. Contrairement à l'image qu'on a des talibans, d'un groupe de va-nu-pieds venus des campagnes qui seraient sortis d'une époque moyenâgeuse, pour réunir à peu près tous les adjectifs qu'on leur appose, les talibans sont issus des écoles religieuses déobandis, un courant sud-asiatique extrêmement important, qui se construit contre la colonisation britannique au XIXe siècle, pour aller vite, avec une insistance sur une double logique, une logique de fondamentalisme, d'interprétation littérale des textes, mais de rationalisme aussi, de fonctionnement bureaucratisé, de mise en place d'un clergé qui serait hiérarchisé, qui obéirait aux ordres et qui agirait comme un même groupe. Ces écoles religieuses, elles forment des gens dans deux choses, et vous allez voir c'est important, d'une part en théologie, évidemment, on forme des gens du clergé, mais c'est ça le plus important, en droit islamique. Donc en fait, les talibans, dès leur formation, lorsqu'ils recrutent dans les écoles religieuses pakistanaises, ils recrutent leurs cadres parmi des gens qui sont diplômés en droit islamique, parmi des gens qui se regardent et sont reconnus d'ailleurs par une partie de la population rurale comme des juges islamiques. Si on veut comprendre les talibans, si on veut comprendre la manière dont ils ont gouverné dans les années 90, la manière dont ils ont gouverné en tant qu'insurrection et la manière dont ils amorcent leur nouveau régime, il faut comprendre que les talibans, c'est un mouvement de juges. Et de juges qui, si vous voulez, se regardent comme ayant un rôle historique, une fonction historique, de trancher les conflits, d'arbitrer les litiges et de régler les comportements sociaux. Les juges avec qui je discutais avaient un vrai discours articulé sur la nécessité qu'il y a à sortir les gens de la déviance, des mœurs dissolues qui ont causé la guerre, loin d'une interprétation qu'on pourrait avoir par exemple de jeux géopolitiques international, ce ne serait pas complètement idiot, d'une concurrence entre groupes sociaux, ça c'est particulièrement vrai. Quand on parle avec des juges talibans, eh bien, ils vous racontent une corruption individuelle, une perte de sens moral qui a expliqué quelque part que les gens finissent par collaborer avec le régime ou perdent tout rapport à la religion. Donc un mouvement de juges, mais un mouvement qui a l'habitude de fonctionner de manière institutionnelle et qui va donc insérer les juges dans une institution. Si les Occidentaux ont contourné l'État et ont toujours considéré quelque part que l'Afghanistan c'est le pays des tribus, les talibans ont toujours considéré qu'il fallait construire de l'État et que dès les années 90, il y avait cette tendance très centralisatrice nationale des talibans. Leur rôle, c'est de produire de l'institution. Mais ils le font. Ils reprennent la constitution afghane de 1964 et donc ils mettent en place une architecture juridictionnelle comptant des cours d'instance, des cours d'appel et, puisqu'on est inspiré du droit français, une cour de cassation. Cour de cassation qui était censée siéger dans l'Allemagne, qui en pratique siégeait plutôt au Pakistan, mais néanmoins une cour de cassation.
Un système de rotation des juges. Les juges tournaient de l'est à l'ouest du pays, du nord au sud. La meilleure démonstration de l'unité des talibans, quelque part, de l'inexistence de la branche Haqqani, c'est tout simplement que les juges du sud-est du pays, le territoire de la branche Haqqani, en fait, tournaient comme les autres juges partout dans le pays. Donc, si vous regardez les juges, il n'y a pas de division talibane, il n'y a pas de branche talibane, il y a un mouvement uni. J'ai des juges qui tournent dans 6, 7, 8, 9 localités différentes dans leurs 5 à 10 dernières années de carrière juridique. Je fais mes entretiens entre 2010 et 2014. Un système de rotation avec en plus un discours réflexif sur ce système de rotation. Il est très important, m'explique un juge, que les juges restent extérieurs aux conflits locaux pour ne pas avoir de préférence, pour ne pas être susceptibles qu'on leur propose des cadeaux. Il faut faire tourner les juges régulièrement pour assurer l'extériorité. On a un discours assez sociologique d'ailleurs de l'impartialité comme forme d'extériorité sociale, l'impartialité comme forme d'être le tiers. Un système d'inspection clandestine. J'ai rencontré un de ces inspecteurs clandestins, chargé par la Shura judiciaire, qui était, si vous voulez, le ministère de la justice taliban, d'inspecter, d'aller voir dans les villages si la population était satisfaite de l'action des juges, si les juges n'étaient pas corrompus. Et effectivement, on me rapporte 2 cas de corruption de juges qui ont été fermement punis. Un système d'inspecteurs, un système procédural, une insistance sur les documents écrits, une forte insistance sur l'usage de documents écrits, des en-têtes, des tampons, l'usage de la signature, toutes les formes, si vous voulez, de l'administration bureaucratique. Enfin, un mouvement qui met une insistance très forte sur la coercition, on l'a tous vu, on le sait, mais une coercition qui est appréciée. Et ça, c'est intéressant. J'ai évidemment des critiques par mes usagers des cours talibanes ou par les gens qui les observent de la coercition talibane dès lors qu'elle est sur la justice politique. On dit ils jugent trop vite, les gens qui sont accusés d'espionnage, les gens qui sont accusés de collaboration avec le gouvernement. Mais à l'inverse, on m'explique de manière assez systématique que la violence qu'exercent les juges talibans, elle est bien dans les questions de conflits fonciers et dans les questions de mœurs. Et là, on peut comprendre ça que par le degré d'incertitude juridique qui pesait dans la vie des gens, comme me le rapporte une partie perdante dans un conflit foncier qui opposait 2 familles autour d'une forêt, qui était un conflit inextricable. Les 2 parties avaient fait appel à différents commandants pour s'annuler l'une l'autre. Le conflit durait depuis des années. Les talibans arrivent avec 80 combattants au petit matin pour faire une démonstration de force. Il y a une dimension de mise en scène aussi. La partie perdante me disait, je peux enfin sortir de chez moi sans ma Kalachnikov. On rentre ici dans les logiques d'appréciation que je vous disais. Les juges talibans sont meilleurs que le gouvernement. Les démonstrations que les gens me faisaient, c'est les décisions des juges talibans. Elles s'appliquent contrairement aux décisions du gouvernement. Alors cette insistance sur le droit, cet investissement extraordinaire. Quand vous pensez aux talibans, c'est un mouvement qui avait un budget de quelques dizaines de millions par an comparé aux sommes investies dans le gouvernement, qui parvient à mettre 700 ou 800 juges. Eh bien, ça a permis une série de choses qui ont été très importantes pour les talibans. En tranchant les conflits fonciers, fondamentalement, les talibans sont devenus ceux qui garantissent la terre. C'est eux le cadastre. 2, ça leur a permis de dépasser un recrutement ethnique, effectivement ethnique chez les talibans. Quand on regarde la composition de la direction de la Shura de Quetta en 2016, vous avez 75% de Pashtuns dans un pays où il y a 40% de Pashtuns. Il y a une surreprésentation relativement évidente, on le voit aussi au gouvernement. Pour autant, les juges chez les juges, cette surreprésentation était bien moindre et surtout les gens n'étaient pas jugés en fonction de leur ethnicité. Et donc, le discours des talibans qui est de dire nous ne sommes pas un mouvement Pashtun, nous sommes un mouvement national qui reprend le vieux discours de l'État en Afghanistan. Tous les Afghans sont égaux, mais il y a des Afghans un peu plus Afghans que d'autres. Voilà. La justice, le fait de traiter également les gens, participait à rendre performatif ce discours-là. Nous sommes bien un mouvement, nous les talibans, un mouvement nationaliste, étatiste et non pas un mouvement Pashtun. 3e élément important, il a permis la diffusion de la vision extrêmement patriarcale des talibans sur les questions de genre, sur les questions de mœurs, qui marche d'autant mieux qu'elle s'articule avec une vision très conservatrice dans les campagnes. Pour le dire un peu brutalement, si la justice talibane favorise les hommes plutôt que les femmes en Afghanistan et dans les campagnes, ça ne les a jamais empêchés de gagner, puisque les gens qui, quelque part, jouaient un rôle de manière décisive dans qui gagne, qui perd dans les campagnes, eh bien, c'était les hommes. Mais surtout, et dernier élément, ça a permis de légitimer ce qui est le fond de l'idéologie talibane, ce qui n'a jamais changé chez les talibans et ne changera certainement pas maintenant,
c'est la concentration des pouvoirs dans les mains du clergé. Le programme taliban, si vous vouliez résumer une mesure plus que toute autre, c'est de donner au clergé le pouvoir. C'est un vrai gouvernement des mollahs. Et à cet égard-là, mettre en place une justice, ça a été dire le vrai droit, c'est le droit qu'appliquent les oulémas, les jurisconsultes islamiques, les juges islamiques. Et donc, puisque le vrai droit, c'est celui des juges islamiques, le clergé est celui qui régule les rapports sociaux. En conclusion, et je finis là-dessus, si les gens me disaient que la popularité des talibans est bien relative au gouvernement, vous voyez ici que ce que je vous dis explique pourquoi les talibans ont gagné. Il explique pourquoi les gens considéraient que, il explique que les gens considéraient que le système taliban était plus intègre, plus familier, plus fiable, moins cher. Mais à l'époque, les gens avaient peur qu'il soit moins officiel, moins pérenne. Ils avaient peur qu'une défaite talibane se traduise par la réouverture de certains conflits, de ces conflits justement inextricables. Or, aujourd'hui, les talibans ne sont plus du tout dans cette situation, et je pense que vous avez des questions là-dessus. Et il est bien important ici de comprendre que si juger dans un contexte d'insurrection implique d'être meilleur que le gouvernement, les talibans ne sont aujourd'hui plus dans cette situation. Ils n'ont plus à être meilleurs que le gouvernement, ils sont le gouvernement, et il y a certaines facilités que leur offrait la position d'insurgés qu'ils n'ont aujourd'hui plus. Merci. Bien. Merci. Merci beaucoup à tous les et ce partage. Moi, avant de commencer sur l'Afghanistan, moi j'ai deux questions qui me semblent intéressantes. C'est est-ce qu'on peut faire une comparaison avec le gouvernement communiste et la manière dont, finalement, après le retrait de l'armée, de l'armée rouge et de l'armée soviétique, il a tenu 3 ans, alors que l'idéologie était quand même nettement plus en rupture avec l'idéologie dominante musulmane, avec les pratiques musulmanes. Comment il a pu résister et l'autre question, qui rejoint celle-là, c'est-à-dire, moi, ce qui me frappe dans cet échec occidental, c'est d'abord, comme vous l'avez expliqué, que, en fait, il n'est pas limité à l'Afghanistan. Et la question que j'ai, c'est pourquoi aujourd'hui les Occidentaux ont l'air bien plus incapables de gérer des pays étrangers que ne l'étaient les puissances européennes du temps de la colonisation, où elles l'ont géré pendant très longtemps. Non, mais sérieusement, elles l'ont géré pendant très longtemps, avec des conflits, avec des insurrections, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y avait, je ne sais pas si c'est de meilleure connaissance ou quelles sont les raisons qui font qu'on a, je veux dire, il y a aujourd'hui cette incapacité. Est-ce que c'est une incapacité à comprendre le monde extérieur à l'Occident? Voilà. Bon, alors sur la première question, je pense que ça soulève une hypothèse intéressante, c'est-à-dire que les Britanniques ont fortement participé à la construction de l'État afghan moderne à partir de 1880. Ensuite, les Américains, les Soviétiques, dans un esprit de compétition, ont aussi financé de manière intense l'État afghan. Tout ça, c'était de la vraie construction institutionnelle. Il y a le développement d'un appareil d'État, d'une armée. Et l'URSS est dans cette tradition, c'est-à-dire que l'URSS va investir sur les structures étatiques. Et alors évidemment, comme les campagnes sont révoltées, c'est dans les villes, mais c'est quand même un investissement sur les structures. Et ce qui va se passer en 89, début 89, quand le dernier soldat soviétique part, c'est qu'il reste des structures d'État fortes. Najibullah, donc le président à l'époque, c'est un ancien des services du RAD, des services secrets afghans. C'est quelqu'un qui a été formé par les soviétiques. C'est un véritable homme d'État, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît la machinerie d'État. Il y a des solidarités partisanes très fortes aussi, et donc ça peut tenir. Et ça ne va s'effondrer véritablement que parce qu'il y a des milices qui prennent de plus en plus d'importance, notamment celle de Dostom, et parce que à un moment donné, Moscou va couper les fonds. Donc tout le monde sait en 91 que le régime va s'effondrer. On le sait, on se dit c'est le printemps 92. Et après il y a un petit jeu d'alliance entre Massoud et voilà. Oui. Mais donc les soviétiques ont été capables de créer une base avec des moyens quand même nettement plus limités financiers. Oui, mais ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que nous, on a bénéficié de cette base. C'est-à-dire que tout à fait fascinant de voir que une partie des gens qui se sont retrouvés dans le projet moderniste des Américains en 2001, c'est les anciens communistes, qui étaient assez présents au Parlement, et pas qu'au Parlement. Et on a eu, de manière assez ironique, les anciens communistes, qui n'étaient pas tous exactement communistes, qui pouvaient être simplement progressistes au sens large, rallier les Américains parce que ça ouvrait effectivement
un espace de liberté sociale qui était évidemment impensable du côté des talibans. Donc ce qu'on voit depuis les années 70, c'est l'opposition de plus en plus dure entre un camp fondamentaliste et un camp progressiste. Bon, les termes valent ce qu'ils valent, mais vous voyez un peu l'idée. Et finalement, nous, on a récupéré les anciens communistes. Voilà. Mais on n'a pas créé de structure d'État. Et sur l'autre question, sur l'incapacité, enfin, si on fait une comparaison historique avec le temps où l'Europe dirigeait le monde, pourquoi aujourd'hui, alors que les moyens financiers, les moyens intellectuels peuvent paraître beaucoup plus importants qu'à l'époque, il y a cet échec cuisant, et qui n'est pas uniquement l'Afghanistan, on le voit donc, en Irak oui. ou au Mali. Alors, c'est une question ultra complexe. Je vais peut-être commencer, puis Adam, tu compléteras. Il y a un élément simple, mais pas inintéressant, qui est la démographie. C'est-à-dire que quand les Soviétiques ont envahi l'Afghanistan, il y avait un peu plus de 10 millions de personnes. C'est pas trop, mais enfin, bon, disons peut-être entre 10 et 15 millions de personnes. Aujourd'hui, il y en a 40. Donc, je crois que je pense au Mali, c'est un peu les mêmes logiques aussi. Donc, il y a cet élément qui est important. Il y a un deuxième élément qui est probablement, ce que je dirais, c'est notre propre pratique de l'État et vision de l'État a été profondément transformée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la façon dont on intervient, la privatisation des moyens de coercition, ça explique une grande partie de l'échec. C'est-à-dire que si on était intervenu en Afghanistan, genre tout bêtement, en envoyant des soldats, qu'on prenait le contrôle des municipalités, etc., on avait une chance de réussir assez forte. À partir du moment où on a systématiquement détruit l'État, dans une espèce de logique néolibérale ultra caricaturale, c'est pas du néolibéralisme au sens classique, on a créé un système qui détruisait en fait tout le fondement même des institutions. Pour ça, je crois que c'est le deuxième élément qui me semble clé. Il y a un troisième élément qui est plus complexe et dont je ne suis pas très sûr, c'est qu'on a ethnicisé le monde. C'est-à-dire que les pays occidentaux ont tendance à penser que le monde extra-occidental, c'est un monde d'ethnicité et que finalement, eux sont les porteurs de l'universalisme. Or, il me semble que la situation est beaucoup plus complexe. Et il y a beaucoup de cas où, effectivement, il faut qu'à voir le traitement de l'Irak ou de l'Afghanistan, c'est nous-mêmes qui avons poussé à la fragmentation. Le problème, c'est que la fragmentation, à un moment donné, elle finit par rendre les choses incontrôlables. Je pense que la montée des politiques identitaires à partir des années 80 dans les pays occidentaux, ça a eu un impact extrêmement fort sur ces pays. Bon, il y aurait d'autres facteurs, peut-être, Adam, tu veux compléter, ouais. Oui. Une chose qui est quelque part très illustratrice de notre incapacité aujourd'hui à produire des politiques publiques, parce que bon, ça va. C'est quelque chose d'ailleurs qui fait miroir à ce qu'on voit dans nos sociétés. On a de plus en plus de mal à produire des politiques publiques. En Afghanistan, il y avait quelque chose qui était frappant et qui rappellera beaucoup de choses que vous connaissez ici en France ou en Europe ou en Occident plus largement. C'est le recours permanent à la sous-traitance, par exemple. Les grands contrats en Afghanistan se faisaient de la même manière. USAID faisait un contrat avec une entreprise qui devait être sur les listes de USAID. Donc c'est fondamentalement quelqu'un à Washington qui connaît rien de l'Afghanistan. Donc eux sous-traitent à quelqu'un qui a des liens avec l'Afghanistan, mais qui ne connaît pas vraiment Kaboul, qui sous-traite à quelqu'un qui est à Kaboul. Mais en fait, le projet, il n'est pas à Kaboul, il est évidemment dans les campagnes. Donc là, il faut sous-traiter à quelqu'un qui est en lien aux campagnes, mais en fait, c'est pas dans les campagnes, c'est dans un endroit un peu... Donc on sous-traite, et vous avez cette sous-traitance, et donc on a ce qui s'est passé, 75-80% de l'argent n'a jamais atteint l'Afghanistan. Donc c'est pas de la corruption au sens légal du terme, mais c'est des formes d'inefficacité et d'enrichissement, c'est-à-dire c'est de la transformation en fait d'argent public en argent privé. C'est aussi de ça dont on parle quand on parle de privatisation. Mais deux éléments, moi, que je dirais supplémentaires à ce que dit Gilles, qui me paraissent très importants. On a cessé, comme à l'époque coloniale, de produire quelque part une forme d'expertise longue. Que ce soit dans les milieux militaires, les milieux civils, il y avait une phrase qu'utilisait un homme qui faisait la critique de la l'action américaine au Vietnam en disant qu'on n'a pas fait 12 ans de guerre, on a fait 12 fois un an la guerre. Et l'Afghanistan a été pire puisque les soldats n'étaient pas déployés pour un an, mais plutôt en moyenne pour 6 mois, voire 4 mois, dans le cas, par exemple, des soldats français, qui parfois étaient prolongés, mais
à part les forces spéciales qui restaient, elles, 1 an, ce qui n'est pas énorme, hein, on s'est retrouvé en fait avec une très faible construction d'expertise, et c'est le cas dans l'expertise civile. On a en face c'était fascinant de découvrir à quel point les experts de l'Afghanistan en France comme aux États-Unis ne connaissaient rien au pays, mais rien. Hein. Ils étaient caractérisés par leur maîtrise des couloirs, et au sein de l'armée, l'expertise se perdait très vite parce que justement les gens ne restaient pas. C'est d'ailleurs un peu différent au Mali où là on trouve une vraie expertise française. On rencontre des militaires ou des civils qui ont une vraie continuité dessus. Hein. Le Mali ici est un peu différent. Mais le deuxième élément, c'est que plus le temps passe et plus moi je suis persuadé les Occidentaux ont un rapport profondément idéologique au reste du monde. Hein. On a expliqué que cette guerre était ingagnable. On oublie de dire qu'en 2002, Mollah Omar écrit une lettre de reddition. Propose aux Américains de se rendre à condition que les talibans ne soient plus inquiétés par l'action des milices et des forces spéciales. Hein, les États-Unis vont refuser cette demande-là. Si cette demande avait été acceptée, je ne sais pas si l'Afghanistan aurait été un pays formidable aujourd'hui. Je ne suis pas sûr vu la trajectoire qu'on a prise. Mais à tout le moins, il n'y aurait pas eu de possibilité de canaliser la contestation par une organisation politique comme les talibans. Hein. C'est bien le caractère très manichéen de l'action américaine qui a fait qu'en 2002, Washington refuse la reddition talibane. D'ailleurs, il la refuse en 2003 et 2004. Et en 2005, les talibans ont compris qu'ils sont sur une pente montante. Ils arrêtent de faire la proposition. Ouais. Si je peux peut-être rajouter quelque chose. Adam et moi sommes en train de travailler sur le Mali, sur l'État malien. Et alors bon, ça fait que quoi? On a commencé en 19, donc on n'a pas vraiment de conclusion, bien sûr. Mais ce qui nous frappe, c'est que la désintégration de l'État malien n'est pas une conséquence de la guerre, mais c'est une cause de la guerre. C'est-à-dire que ça se désintègre avant que l'ennemi arrive. Donc Et je ne sais pas ce que tu en penses, Adam, mais moi j'ai l'impression qu'il y a des contraintes telles qui pèsent sur les États. Il y a une telle mécanique qui s'est mise en place, notamment la déconnexion entre les élites politiques, les classes dirigeantes et la structure d'État elle-même. C'est-à-dire que ce n'est pas des vraies classes dirigeantes, elles ne travaillent pas leur reproduction, hein, elles sont dans des logiques d'accumulation à court terme. Et j'ai l'impression que les tensions sur les États sont telles que ça explique aussi notre incapacité ensuite à opérer. C'est-à-dire que ce qui passe au Mali aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de solution. C'est-à-dire que le système est verrouillé de telle façon qu'on a créé un piège. Et après, on est toujours dans les mêmes dilemmes. Est-ce qu'il faut intervenir malgré les gens ou est-ce qu'il faut mieux écouter les gens même si c'est pas efficace, etc., etc. Et ces questions, elles n'ont pas de réponse. Hein. Elles sont structurées de telle façon qu'il n'y a aucune bonne réponse. C'est le propre d'un dilemme. Et je crois que ça, c'est assez typique de notre façon d'être, de ce qu'on fait, de ce qu'on est nous. Hein. Voilà. Mais les logiques néolibérales mises en place dans les années 80-90 ont contribué à l'affaiblissement des États. Ah oui, oui, c'est central. C'est absolument central. Pour la peine, le choc d'un passage de l'Afghanistan au Mali, parce que les effets de comparaison sont... Il y a des vraies différences. Hein. Il va falloir vraiment, quelque part, ne pas apposer l'un sur l'autre. Par contre, il y a quand même des effets d'écho. Et les effets d'écho, c'est intéressant parce que ça suggère généralement que c'est l'international qui joue, quelque part. Hein. Et il y en a deux qui vont en lien avec ce que Gilles et moi disions, quelque part. Gilles disait montée de l'identité. Il y a un lien assez récurrent et assez intuitif entre augmentation des inégalités et discours identitaires. Hein, et quand on a des élites de plus en plus tournées vers l'extérieur, qui envoient leurs enfants à l'extérieur, ils n'ont pas le sentiment, eux, de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Parce que pour ce qui est de l'élite afghane, par exemple, elle a pas scié la branche sur laquelle elle était assise. Ils sont à Dubaï, ils sont à Istanbul, leurs enfants sont allés étudier à Oxford ou dans des facs américaines. Ils ont scié la branche sur laquelle le reste de la population était assise, pas la leur. Et on retrouve la même chose au Mali. Donc il y a ce côté inégalité qui mène vers des discours de mobilisation ethnique, parce que quand on répond pas aux demandes sociales, c'est quand même le plus rapide d'aller vers l'identité. Et il y a la deuxième logique qui nous frappe beaucoup, hein, c'est d'un côté des exigences, on a un système qui est fondamentalement interétatique, hein, c'est la capitale qui compte, quoi. Et de l'autre côté, une action et une modalité d'action internationale qui va passer en permanence par du contournement. On va réinventer des instances coutumières en Afghanistan. Alors en Afghanistan, ça s'appelle des jirgas, en Mali, ça s'appelle des réunions interfractionnelles. C'est la même entreprise américaine qui travaille dans les deux cas. Hein. Dans l'un, elle travaille pour l'USAID, dans l'autre, elle est sur un programme de financement canadien. Donc
je suis très précis quand je vous dis ça, hein, je vous parle d'une véritable entreprise, et qui réinvente des instances coutumières parce que dans le reste du monde, les vrais gens, ils préfèrent parler avec des autorités qu'ils reconnaissent, ils n'aiment pas l'État, ils préfèrent le vieux du village, quoi. Et c'est des discours qu'on entend de manière très très articulée. Enfin, on pourrait vous sortir un nombre de références très très sérieuses, académiques, d'expertise, des rapports de la Banque mondiale, hein, qui prônent la nécessité d'aller vers des échelons plus locaux. Et en même temps, le problème, c'est qu'à la fin, un État, c'est Bamako ou c'est Kaboul. C'est pas. Et puis il y a un effet de cycle, c'est-à-dire que plus vous passez par le local que vous définissez vous-même, à la bonne hauteur qui correspond juste à votre programme, et plus le centre est évidemment délégitimé, soumis à des pressions diverses, pénétré par des intérêts, etc. Et donc, plus ça justifie que vous passiez par le local. C'est-à-dire que, bon, et au bout d'un moment, il n'y a plus de centre. Or, si vous avez plus de centre, le local ne peut plus fonctionner, évidemment, etc., etc. Donc, dans les années 90, on a eu la décentralisation. Enfin, je parle du Mali. On a eu la décentralisation, le multipartisme. Qu'est-ce que j'oublie? Les syndicats aussi, le travail des syndicats. Tout ça a travaillé non pas à la démocratisation du Mali, mais au pillage de l'État, au partage des ressources étatiques. Et à partir de ce moment-là, plus personne a les manettes pour impulser des politiques. Et en fait, les Européens, qui sont, enfin l'Union européenne, etc., ce qu'on voit, nous, quand on est à Bamako, sont très, très, très loin d'être stupides. Ils sont bloqués dans des situations totalement verrouillées. Ce qui n'était pas le cas de l'Afghanistan, pour le coup. L'Afghanistan, on avait une marge de manœuvre. C'était relativement facile à gérer. Le Mali, franchement, c'est un vrai puzzle. Hein. Une dernière question, on va passer la parole à la salle. Dans ces 20 ans de guerre, où sont passés les spécialistes de l'Afghanistan? Non, la question est sérieuse, c'est-à-dire, il y avait quand même une expertise occidentale américaine, française sur l'Afghanistan, etc. Bon, je vais me fâcher avec plein de gens, là. Allons-y carrément. En tant qu'à se fâcher, c'est pas la peine de faire semblant. Il y a eu un moment de délire collectif, c'est 2001. Hein. Donc, moi, je sais que, d'ailleurs, j'en profite pour remercier à peu près les 2 seules personnes à Paris à l'époque qui m'ont invité à faire des exposés publics, des choses. C'est Bayard, Jean-François Bayard et Didier Bigot. Et donc, du coup, ça m'a permis d'écrire 2-3 articles. Sinon, il était impossible, physiquement impossible, d'expliquer que les choses se passaient mal. C'était pas possible. Hein. On avait quoi? On avait une montée d'amour pour les Pandchéris qui est un peu délirante. C'est l'amour mystique de Massoud, qui regroupait les anciens réseaux, évidemment, qui alors en plus peuvent être socialement utiles à des moments, mais là, c'était vraiment pas ce qu'il fallait faire. Et c'est déjà très mal parti. Hein. Et puis, vous avez eu le fait que les experts, ils n'avaient jamais travaillé sur les talibans. Le problème, c'est qui a fait du terrain sur les talibans entre 1994 et 2000. Si moi, j'étais très sceptique, c'est que j'avais vu les talibans et j'avais aussi vu l'autre côté. Je savais que l'autre côté, ils allaient piller, quoi. Enfin, c'était des pilleurs. Et alors, ce qui est devenu l'expertise ensuite, c'est assez simple. Vous avez une expertise qui est née à ce moment-là, qui a été essentiellement occupée à monter des petites entreprises, c'est-à-dire l'expertise, ça rapporte. Faites-moi confiance si vous voulez jouer le jeu. Je vous dis ça, j'étais un peu crétin, donc j'ai pas fait, mais ça rapporte beaucoup d'argent. C'est-à-dire que la petite entreprise qui consistait à dire les talibans ont des divisions internes et donc on va vous expliquer qu'il y a une choura des talibans à Mashhad en Iran, ça a quand même rapporté des dizaines, c'est des dizaines ou des centaines de dizaines, des dizaines de milliers d'euros à tel ou tel consultant. Hein. Oui, c'est le comptable de l'équipe, c'est lui qui fait les comptes, donc je pense qu'il doit avoir raison. Quand il y a encore une semaine ou deux, il y a eu une grande vague médiatique, on expliquait que les talibans étaient en train de se tirer dessus dans les réunions et que Baradar était sûrement mort ou gravement blessé, jusqu'à ce qu'on le voit réapparaître, apparemment en bon état. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est exactement la continuation de ça. Donc l'expertise sur l'Afghanistan, elle a pâti d'un changement de génération. Finalement, les anciens, ils ne sont pas tellement revenus, ou alors ils sont restés sur un Afghanistan des années 80 qui n'avait plus rien à voir. Le facteur essentiel, ça a été
le fait qu'on est passé à une entreprise, expertise est devenue une entreprise, c'est-à-dire que l'essentiel, c'est d'avoir les contrats. Hein. Il y a une réunion que j'ai trouvée fascinante, c'était avec quelqu'un qui est devenu conseiller après au National Security Council américain. Non, c'est pas McChrystal, son nom m'échappe, c'est tu sais, celui qu'on avait vu à Kaboul. McMaster. Réunion secrète qui est devenu surtout ministre de la Défense. Oui, non, il était au NSA, National Security Council. Oui, et McMaster, bon, il connaît pas l'Afghanistan, ce qui est un défaut malheureusement qu'on trouve assez fréquemment. Et on passe la soirée, et en fait. Moi, je me suis engueulé avec McMaster, mais après, on s'est réconciliés, vous inquiétez pas. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gens autour de la table lui ont vendu des choses, hein, lui ont vendu des projets infaisables. Lui ont vendu notamment, je pense à un expert qui a vendu un projet sur la réconciliation, qui n'avait aucun sens. On savait que ça n'avait aucun sens. On n'allait pas... Sauf que... c'était oui, mais alors il faut faire, je sais plus, 300 entretiens avec des talibans en prison, etc. Ça va coûter cher, etc. Alors qu'en fait, bon, vous savez, avec un carnet et un crayon, on pouvait faire de la stratégie en Afghanistan. C'était pas hyper compliqué, en fait. Et le problème, c'est que quand on vous dit vous allez gagner 500 000 $ pour faire l'étude, vous n'allez pas écrire un rapport de 50 pages pour expliquer que la stratégie, c'est ça. Vous faites l'étude, évidemment. Donc ça a été un peu désastreux et je pense qu'on est dans des logiques d'expertise qui reflètent aussi la fin de l'autonomie du champ scientifique. Hein. C'est pire dans ma génération que dans la tienne. Là, il y a un effet il y a un effet générationnel extraordinaire. Moi, quand je suis arrivé à Kaboul, la carrière logique pour quelqu'un de ma génération, c'était pas du tout d'aller à l'université et de prendre le risque de pas avoir de poste. Enfin, c'était plutôt au contraire. Hein. On m'a proposé chez l'une de ces entreprises-là le poste du directeur de recherche. J'avais 24 ans et une maîtrise absolument pas sérieuse du pays. Et on me proposait de diriger les recherches. Ce que ces zones-là, c'est des microcosmes à accélération de carrière et non pas à production d'expertise ou de connaissances qui sur un système de boîtes. Hein, il y a un nombre de boîtes privées. L'Afghanistan, c'est plus le paradis. Ça n'a pas été le paradis des ONG d'abord. Ça a été le paradis des boîtes privées. Il y a un certain nombre de Certaines avaient le statut d'ONG. Certaines avaient le statut d'ONG en plus, ouais. Non, mais avec une confusion. Mais les grosses étaient des grosses boîtes, des salaires mirobolants. Hein. 30 000 $ par mois, ça se refuse pas. C'est difficile quand même. Oui, les experts de l'ONU, c'est 2 000, 3 000 $ par jour. Voilà. C'est compliqué d'être critique. Vous voyez, voilà. Après, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes payé comme ça? Vous n'allez pas expliquer que le programme est nul. Vous allez expliquer que le programme nécessite des aménagements pour qu'il soit meilleur. Et qu'il continue 2 ans. De plus. Voilà. Puis il y a eu, bon, je vais vous passer la parole, il y a eu maintenant l'expertise, c'est le terrorisme. Encore une fois, on demande quelles sont les compétences des gens qui sont experts en terrorisme, qui ne sont pas seulement dans les think tanks, mais qui sont aussi à la télévision. Ouais. Écoutez, la parole est à la salle. Alors, bonsoir, je m'appelle Shakiba. Je suis afghane et je vous remercie pour votre intervention. C'était vraiment intéressant. Donc, j'ai 2 questions où je coupe ma question en 2 parties. La première partie, je pense que c'est un rapport avec il y a une demi-heure sur la question des Hazaras. En fait, Adam nous a dit que les talibans s'occupaient, en fait, faisaient de la justice juste pour tout le pays, ils circulaient un peu pour pas rester statique. Est-ce que la justice taliban concernait aussi les Hazaras ou les Hazaras sont seuls dans ce pays qui n'ont pas pu bénéficier de la justice taliban? Et deuxième partie, c'est la question du Pakistan et le rapport de l'Occident vis-à-vis au Pakistan, en sachant que ce pays est la source de conflits en Afghanistan. Et en fait, est-ce que les lobbies qui travaillent sur le armement en Occident sont plus forts que les États?
Pourquoi on n'a pas décidé de ne plus vendre au Pakistan pour arriver aujourd'hui à cette ingérence, tout simplement. Merci. Merci beaucoup. On répond tout de suite. Oui, on répond. Oui, c'est très important la question Hazara, parce que c'est exactement là que se voit le mieux la vision des talibans en termes ethniques et nationaux. Non, les talibans n'ont jamais mis en place de tribunaux dans les zones chiites, grosso modo dans les zones Hazara chiites, donc le centre du pays, c'est l'endroit exactement où ils ne tentent jamais de s'implanter. Ils n'essayent pas, ils passent autour. Moi, j'ai eu écho de cas de Hazara dans certaines zones mixtes chiites qui ont fait appel aux tribunaux talibans, mais quand je vous dis des cas, c'est des cas absolument exceptionnels. Et au contraire, quand on parlait avec des gens des zones Hazara chiites, les gens étaient très clairs sur le fait que, de manière générale, eux aussi essayent d'éviter le système judiciaire du régime, mais en fait, ils résolvaient les problèmes entre eux, en général, en s'appuyant sur leur clergé. Ce qui donnait d'ailleurs, ce qui montre à quel point, quelque part, le clergé a été l'alternative de l'État, d'un système corrompu en Afghanistan. Et donc, jusque-là, le centre du pays était toujours évité. Ce qui ramène aussi à ce que les talibans ont fait dans les années 90, comme ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont une vision des Hazara chiites qui est fondamentalement une vision de citoyens de seconde zone. Ils n'ont pas le côté génocidaire de l'État islamique, parce que l'État islamique, à cet égard-là, le discours est extrêmement clair, c'est l'élimination. C'était très inquiétant de voir l'État islamique apparaître en Afghanistan, parce que ça s'accompagnait de discours neufs sur la nécessité de faire partir ou d'éliminer les chiites. Les talibans n'ont jamais eu un discours comme ça. Par contre, il y a cette espèce d'idée de les remettre à leur place, de revenir à un statu quo ante qui était celui du gouvernement afghan, du régime d'avant-guerre, parce que si tous les Afghans étaient égaux et que certains Afghans l'étaient plus que d'autres, certains Afghans l'étaient beaucoup moins que d'autres, et ceux qui l'étaient vraiment moins que les autres, c'était les Hazara chiites. Et la guerre pour les Hazara chiites a été un formidable moment de promotion par les études, par la prise d'armes, d'autonomie du Hazarajat, le centre du pays. Et les talibans sont effectivement un des mouvements qui propose la fin de ça et vraiment une volonté de retour en arrière. En même temps, ils sont coincés parce que dans les années 90, le Hazarajat, c'est un peu le massif central, donc les gens partent pour aller travailler à Lyon ou à Paris, quoi. Je simplifie, mais c'est un peu ça. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le centre de gravité économique et même démographique du Hazarajat a basculé sur Kaboul-Mazar, un tout petit peu. Kandahar et Herat, c'est un peu marginal. Jalalabad, il n'y a pas grand-chose. Mais en tout cas, sur ces deux villes, qui sont deux villes extrêmement importantes en Afghanistan. Ce qui veut dire que les talibans ne peuvent pas faire simplement le contournement du Hazarajat, ça ne va pas marcher. Ce qu'ils doivent faire maintenant, c'est trouver une façon de réguler, non pas tellement les conflits entre chiites, parce que là, je pense qu'ils vont établir des tribunaux jafarites, de droit chiite, mais plutôt entre sunnites et chiites. Et c'est là que ça risque d'être un peu compliqué. On va attendre la prochaine constitution, ce qu'ils vont mettre en place. Et là, à mon avis, il y a des tensions. Mais pour l'instant, la chose un peu positive dans cette affaire, c'est que l'Iran sert de protecteur aux minorités chiites. C'est essentiellement des Hazaras. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de combat, parce que les Hazaras étaient armés à Mazar, ils étaient armés à Kaboul, il n'y a pas eu de combat, parce que les Iraniens ont dit aux talibans, ok, on est prêt à négocier avec vous, mais vous ne touchez pas aux chiites. Et ils n'ont pas touché aux chiites. Il y a eu 2-3 meurtres ici ou là, des circonstances pas claires, mais il n'y a pas de, il n'y a rien de massif. Le Pakistan. Le Pakistan. Le Pakistan. Alors, pour résumer la situation, le Pakistan a réussi l'exploit d'être à la fois allié des Américains, donc de laisser passer notamment la logistique de l'OTAN, puisque l'Afghanistan, c'est pas près de la mer, comme vous le savez. Donc laisser passer la logistique de l'OTAN, donc être un allié aussi jusqu'à un certain point dans la lutte contre Al-Qaïda sur les zones frontières, etc. Donc un allié américain, et en même temps d'être le principal et le très nécessaire soutien des talibans. Tout ça en même temps. Voilà. Bon. Alors, évidemment, ça n'est pas passé inaperçu. Les Américains savaient très bien ce que faisaient les talibans. Les Pakistanais, ils savaient très bien que les talibans, le leadership, étaient au Pakistan. Et pour des raisons pas très claires, ils ont préféré faire comme si ce n'était pas important.
Et donc, on a des rapports de la CIA après qui ont été déclassifiés, qu'on connaît, où la CIA a dit mais on va perdre la guerre d'Afghanistan si on ne règle pas la question pakistanaise. C'est les militaires américains qui ont bloqué. Ce n'est pas du côté de la CIA. Je ne suis pas sûr que les gouvernements successifs avaient une politique très ferme là-dessus. Mais il y a eu un arbitrage très clair des militaires américains qui ont préféré garder des formes d'alliance, je pense, et beaucoup pour des questions logistiques, avec les Pakistanais, plutôt que de faire pression sur les Pakistanais et donc essayer de régler la question. Et ça n'a pas finalement amené à des bénéfices majeurs, parce que vous avez un réalignement en faveur de l'Inde, de toute façon, après les deals nucléaires au début des années, à la fin des années 2000. Oui, c'est ça, le deal nucléaire, c'est à la fin des années 2000. Et de toute façon, aujourd'hui, le Pakistan a créé une alliance majeure avec la Chine, donc il est de moins en moins dépendant des Occidentaux. Je ne crois pas que les ventes d'armes en tant que telles aient été une cause. C'est plutôt un symptôme de la désorganisation de la politique américaine et des choix qui ont été faits, franchement, pour d'autres raisons qui ne me paraissent pas être des raisons économiques. Alors, la question, c'était, alors, quel est le pourcentage de l'intervention? Parce que moi, je connais du système très bien, on est là-dedans, et il y a eu des interventions, et actuellement, c'est la même chose. Ce qui a gagné, c'est le Pakistan qui a gagné, à partir, donc, par l'intermédiaire des talibans. Quel contrat a été signé entre les gens, enfin, un groupe qu'on traitait comme terroristes sur la liste noire? Les États-Unis ont signé un contrat, c'est eux qui les avaient chassés, c'est eux qui les ont ramenés. Et le contrat, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Si vous le savez, ça me ferait plaisir de le comprendre. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui sont là-dedans, et l'Afghanistan a été victime de la stratégie et de sa situation stratégique. Donc, voilà. Le pourcentage dans ce bourbier de l'intervention étrangère, à votre avis, c'est de combien? Voilà, merci. Quelque part, parce que c'est des choses que moi j'entends beaucoup. Aujourd'hui, il y a notamment dans le désarroi de milieux progressistes afghans, il y a la volonté de quelque part enlever ce qui s'est passé en Afghanistan et de tout placer sur l'international. L'international joue un rôle essentiel. Enfin, je pense qu'on en a parlé beaucoup, il n'y a pas de doute, et on ne pourra pas le chiffrer. Il faut tenir les deux ensemble, c'est bien comprendre qu'il s'est passé des choses à l'échelle nationale, que l'Afghanistan a vraiment vécu un très long conflit, au-delà, plus long même que les 40 ans, une vraie concurrence entre des milieux progressistes et fondamentalistes, une vraie lutte entre groupes sociaux. On ne peut pas résumer ce qui s'est passé en Afghanistan à un grand jeu géopolitique, comme on aime reprendre les termes du 19e. Il y a ça existe. Il y a un moment une question de pipeline en Afghanistan, ça a existé. C'est pas que ça n'existe pas. C'est qu'en même temps, il y a d'autres questions qui jouent un rôle essentiel. Sous la monarchie, il y a une vraie concurrence entre des milieux estudiantins communistes et islamistes qui proposent deux visions de réforme radicale d'un régime qui est profondément sclérosé. Car si effectivement on pouvait se balader tard le soir, si l'endroit était sécurisé, en même temps, on avait une augmentation des milieux estudiantins et pas d'avenir pour ces étudiants une fois qu'ils étaient diplômés, un régime de vieux notables qui quelque part ne trouvaient pas de place à une jeune génération qui voulait des réformes, qui voulait du changement. Et les 43 ans de guerre d'Afghanistan, que ce soit communiste islamiste ou régime occidental versus talibans, ont été un vrai moment de lutte de classe, j'ai envie de dire. Alors, c'est des groupes sociaux, disons, de lutte entre groupes sociaux, voilà. Entre deux projets idéologiques profondément différents. Et il ne faut pas omettre ça, parce que c'est des engagements qui sont tellement forts que si on veut comprendre ce qui va se passer dans les décennies à venir, on a écrit un édito avec Gilles dans Libération où on fait la comparaison avec la guerre d'Espagne, quelque part, où les gens tous ces progressistes qui à un moment ont complètement perdu en Espagne, c'est un engagement d'une vie qui ne s'est pas arrêté dans la diaspora d'ailleurs. Cette lutte, elle ne s'arrêtera pas maintenant. C'est juste que
les progressistes n'ont pas les moyens de renverser les talibans à court ou à moyen terme. Et pour l'instant, moi, je ne vois pas ce qui permettrait qu'un changement de régime en Afghanistan. Néanmoins, il y aura une continuation de formes d'engagement et de lutte de l'extérieur du pays qui montre bien le côté acharné de cette concurrence. Quelle a été la réaction de l'Iran au moment de l'arrivée des talibans et est-ce qu'il y a un risque de conflit entre les deux? Parce qu'il y a une république islamique chiite, une république islamique sunnite, et le Pakistan à côté, sunnite aussi. Est-ce qu'il y a un risque dans la mesure où il y a des frontières communes? Alors, non, il n'y a pas de risque. Il y a eu des relations un peu compliquées lors du premier passage des talibans au pouvoir, donc entre 1996 et 2000, notamment il y avait eu des massacres de diplomates iraniens, enfin diplomates au sens large, iraniens à Mazar-e-Sharif, dans le nord de l'Afghanistan, qui en fait avait été le fait de militants extrémistes pakistanais. Mais bon, donc il y a eu des tensions fortes, mais en 2001, les Iraniens étaient déjà à deux doigts de reconnaître les talibans. Donc ça s'était assez calmé. Et ensuite, il y a eu une alliance objective entre les talibans, même si elle était implicite entre les talibans et les Iraniens, c'est que tout le monde était d'accord pour mettre les Américains dehors. Donc fondamentalement, voilà. Et deuxième élément, il y a une frontière extrêmement importante avec beaucoup de contrebande de drogue. Et les talibans sont des meilleurs gardes-frontières que le régime totalement corrompu de Karzai. Donc, de ce point de vue-là aussi, il y a quand même une petite, il y a une alliance. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a eu un accord. Les talibans sont allés à Téhéran plusieurs fois, et la dernière fois, ils ont clairement négocié le fait que les chiites ne se battraient pas quand les talibans prendraient les villes. Donc, pour le moment, j'allais dire que les clignotants sont plutôt ouverts. Alors, il y aura des points de tension, les migrations, la contrebande, le traitement éventuel des chiites. Le système juridique va être un point, à mon avis, très surveillé à Téhéran. Mais on n'est pas du tout dans une logique d'affrontement. À mon avis, il y a peu de chances que ça dérape. Le troisième élément étant l'État islamique. L'Iran a plutôt même été, dans les dernières années, de manière très pragmatique, comme les Russes, dans une logique de quasi-soutien, enfin pas de quasi, de soutien aux talibans, parce qu'il est devenu très clair que les talibans étaient plus en mesure de réduire l'État islamique que l'était le gouvernement. Et du point de vue de Téhéran, la lutte contre l'État islamique est une vraie priorité, parce que le mouvement est vraiment génocidaire. Vous pouvez dire un mot sur l'État islamique en Afghanistan? Comment il s'est implanté? Oui, l'État islamique s'implante en Afghanistan en 2015. Enfin, il commence en 2014 dans certaines zones du Pakistan, et puis vraiment en 2015, il prend une certaine ampleur. Et il le fait dans une logique qui est une vraie logique de rupture. Elle montre typiquement comment en Afghanistan, il y a des révolutions dans les révolutions qui continuent, parce que, si vous voulez, l'État islamique est très très différent des talibans. L'État islamique a une vision déjà salafiste du droit, c'est-à-dire qu'il rejette les écoles de jurisprudence, là où les talibans ont une vision peut-être très, très sévère et très littérale dans l'interprétation du Coran, mais ils suivent une jurisprudence qui est hanafite. Donc ils suivent une jurisprudence assez classique, qui a été celle classiquement utilisée en Afghanistan, avec des interprétations qui peuvent être différentes, mais on est dans des écoles de droit qui, quelque part, sont en continuité. Et c'est plus large. L'État islamique a un vrai agenda global, là où les talibans ont un agenda fondamentalement national. Et il y avait des affrontements. On lisait dans Dabiq, je ne sais plus, le numéro 4 ou le numéro 5, le journal de l'État islamique, comment les talibans étaient des casuistes, parce que comme ils sont hanafites, ils pensent par cas, des particularistes, parce qu'ils s'intéressent à Kaboul, alors que l'important, c'est pas Kaboul, c'est la Mecque, puis c'est le monde entier. Et donc, il y avait une concurrence acharnée, et il y avait en même temps une capacité de l'État islamique à attirer des gens que les talibans n'attirent pas. Alors déjà, à attirer des talibans, lorsque le numéro 2 des talibans dans l'Helmand a fait défection pour rejoindre l'État islamique, ça a paniqué chez les talibans, et c'est là qu'on a eu les concentrations de combattants contre l'État islamique. Mais par contre, en ville, on avait été très étonnés. On avait fait avec Gilles un entretien avec quelqu'un de la faculté de théologie de Kaboul. Et là, on a commencé à entendre des éloges de l'État islamique qui étaient plutôt en zone urbaine. Parce que, effectivement, en zone urbaine, il y a eu des transformations de l'islam, des circulations extraordinaires pendant l'intervention. C'est un grand moment de construction de madrasa ou de mosquées, surtout d'énormes mosquées à Kaboul, l'intervention occidentale. Et c'est un moment de transformation de l'islam auquel les talibans ont plus de mal à répondre quelque part que l'État islamique. L'explosion des prédicateurs YouTube pakistanais qui sont très très populaires dans certaines villes afghanes. C'est pas exactement le style taliban, quoi. Il y a peut-être pour compléter ce que disait Adam, il y a un élément, moi, qui me frappe, c'est
c'est une prédisposition des mouvements pakistanais à s'entendre avec l'État islamique. C'est-à-dire qu'au Pakistan, il y a des courants radicalement anti-chiites qui veulent l'expulsion des chiites du Pakistan et qui sont déjà, en un sens, très proches idéologiquement de l'État islamique, en tout cas dans cette dimension anti-chiite. Donc, en fait, l'État islamique du Khorasan, c'est en fait assez pertinent dans le contexte pakistanais. En tout cas, c'est des thématiques qui font sens dans le contexte pakistanais, un peu moins dans le contexte afghan, même si on sait qu'il y a eu des mouvements de la résistance afghane dans les années 80 qui étaient totalement anti-chiites. Le mouvement de Khaled, le mouvement de Sayyaf, bien sûr, à la fois parce qu'il y avait des financements saoudiens, mais aussi par idéologie. Donc c'est compliqué, toujours. Mais à mon avis, ça a une résonance plus forte au Pakistan. Monsieur... Je vous remercie pour votre intervention. C'était juste une question, justement, je rebondis sur les zones urbaines, parce que j'ai cru comprendre que donc, les talibans géraient jusque-là les campagnes, donc les zones rurales, et donc c'était plus facile, il y a une manière de gérer la justice dans ces endroits-là, donc le cadastre, etc. Est-ce que vraiment ils vont être capables de gérer la justice en ville, en sachant que les élites ont préféré fuir le pays, ou en tout cas ont préféré lâcher le régime taliban? Et je voulais juste savoir si justement le mouvement que vous avez décrit avec le néolibéralisme consistait à désintégrer l'État, est-ce que ce mouvement va se poursuivre, ou bien ils vont être capables de construire une instruction publique, une santé publique, l'enseignement supérieur, ou est-ce que la dégringolade va se poursuivre? Merci. Oui, de toute façon, il faut être vraiment très clair. Ce que les talibans faisaient en tant qu'insurrection, ils ont un défi qui est tout à fait autre. Avant, ils reprenaient les écoles du gouvernement, les cliniques du gouvernement, ils mettaient un drapeau, ils changeaient le directeur pour aller vite et quelques petits éléments. Mais pour le reste, ils se prévalaient d'une école qui, du côté du gouvernement, le gouvernement était tout à fait d'accord puisque le financement de la Banque mondiale dépendait du nombre d'écoles ouvertes. Donc il y avait, si vous voulez, un accord entre justement le côté prédateur ou pilleur du régime qui voulait accumuler des sommes les plus importantes et de l'autre les talibans qui voulaient se prévaloir à peu de frais de systèmes publics qu'ils ne fournissaient fondamentalement pas. En même temps, les talibans ont déjà gouverné les villes. C'est pas une nouveauté pour eux de gouverner les villes. Ils les ont gouvernées dans les années 90. Leur tendance à un arbitrage ou leur insistance sur la sécurité, c'est aussi des choses qui peuvent qui peuvent attirer des urbains. Ils vont se retrouver avec une difficulté à fournir le niveau de service public attendu par les urbains. L'annonce hier de la division par 5 du budget étatique par les talibans. Le budget que les talibans ont annoncé, l'enveloppe qu'ils ont annoncée représente 20% de ce que devait être, de ce qu'était le budget du gouvernement l'année précédente. On est aujourd'hui de plus en plus dans une logique où effectivement il y aura une réduction évidente de services publics déjà pas très nombreux dans les villes afghanes avec une difficulté supplémentaire. Il faut voir ce que ça a été l'extension urbaine de l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'est plus du tout un pays rural, c'est un pays qui est maintenant à peu près à majorité urbaine, de peu, mais quand même. Kaboul, c'est une ville qui est passée de 700-800 000 à 5 millions d'habitants. Toutes les autres grandes villes afghanes dépassent le million d'habitants. Il y a des petits bourgs. Gardez, c'était quoi, 60-80 000 habitants à peine. C'en est 600, 700 000, 800 000 peut-être aujourd'hui. Donc des multiplications par 10-15. Et là, les talibans vont se retrouver à poursuivre les mêmes difficultés, j'ai envie de dire. C'est dans la continuité des difficultés du gouvernement précédent à gouverner des villes qui sont ingouvernables. La démographie ici, elle joue un rôle essentiel avec des budgets diminuants, une crise des sécheresses, une crise humanitaire absolument massive. 95% des Afghans sous le seuil de pauvreté aujourd'hui. Si vous voulez, ils vont gouverner avec les ressources qu'ils ont. Ils n'auront pas de problème à maintenir une architecture institutionnelle, mais ils vont évidemment gouverner de manière assez régalienne, à minima. Et ils risquent d'obtenir une aide étrangère ou... Est-ce que ça peut, c'est-à-dire est-ce que l'accès à l'aide étrangère peut être un élément pour eux important ou c'est-à-dire récupérer l'argent qui est bloqué aux États-Unis, enfin tout ça, c'est... Non, ça, ouais. Ils essayent, mais vu ce qu'il y a... Enfin, moi quelque part, on en a écrit dessus, on a à un moment espéré que les gouvernements occidentaux aient une stratégie pour la première fois depuis 20 ans. Ça ne s'est pas fait, en justement jouant sur ces éléments-là pour en faire un élément de pression.
parce qu'effectivement, les talibans veulent fournir un service public. Il faut lire les tweets. Je vous conseille franchement de lire les tweets de la chancellerie de l'université de Kaboul. C'est fascinant. Hein. Vous avez quelqu'un qui essaye de prétendre être université. Hein. Il dénonce le fait que l'université de Kaboul était 8314e sur le classement de Shanghai, et il promet que le fait que ce sera une bonne université islamique permettra la progression de l'université de Kaboul dans le classement de Shanghai. Je veux dire, ils aspirent à être un gouvernement et à avoir des moyens pour leur service public. Le problème, c'est que plus le temps passe et plus je deviens sceptique sur le fait que nous, en Occident, on aura une réponse cohérente et que face au fait qu'ils sont restés très cohérents, eux, sur leur ligne idéologique, on ne se retrouve pas avec soit des choses autour des affaires de mœurs et autour du juridique qui coincent, soit la multiplication de petites actions comme la transformation du ministère des Femmes en ministère de la promotion de la vertu et de la punition du vice, du malade, du pourchas du mal, qui est quand même symptomatique, et toute une série de choses qui fassent qu'à un moment, l'idée d'avoir une stratégie d'engagement cohérente avec les talibans devienne... on se retrouvera plutôt avec des micro-choses un peu incohérentes, quoi. Sachant qu'en même temps, la situation alimentaire est telle qu'il va y avoir une aide massive des Nations Unies, et que, oui, le budget diminue, mais il n'y a plus de frais liés à la guerre, et il y a plus de corruption, il y a beaucoup moins de corruption. Ce qui fait que je pense que, oui, ils sont plus qu'à 20%, mais en réel, à mon avis, ça doit être une diminution de la moitié, ce qui est déjà, on est d'accord, considérable. Voilà. Là, le facteur qu'on connaît pas, qu'on connaît mal, c'est est-ce que la Chine et le Pakistan sont prêts à payer les fins de mois, au moins pendant un certain temps, au moins en attendant que la crise, la sécheresse s'atténue. Enfin, bon, voilà, il y a des possibilités de jeu. Attendez, madame. Ah oui, c'est vrai. Pardon, merci beaucoup pour votre intervention. Clémence Cotineau, avocat. Alors, j'avais 3 questions, mais elles sont très rapides. Donc, je vais vous les poser quand même. Je voulais demander, alors peut-être plus pour Monsieur Baxco, que pensez-vous des initiatives de justice transitionnelle mises en place, notamment sous l'égide de l'Afghanistan Independent Human Rights Commission, mise en place à la suite de la signature des accords de Bonn. Et à vous entendre, en tout cas, le peuple afghan semble avoir une vision, ce n'est idyllique, mais en tout cas positive, des talibans, notamment au travers de la justice que vous nous avez décrite. Est-ce que cela signifie en même temps qu'ils occultent, dans le même temps, finalement, les crimes de guerre, notamment, qui ont pu être commis par les talibans au cours des années de conflit? Et enfin, vous avez parlé du terrorisme. Les talibans, selon vous, ont-ils vraiment les moyens de combattre, justement, l'État islamique? Merci beaucoup pour vos retours. Il a fait beaucoup de questions. Je commence. Alors, l'initiative de justice transitionnelle de ARHRC, tout le problème de la manière dont on a défini la justice transitionnelle en Afghanistan, c'est, bon, premièrement, on a défini la justice transitionnelle en Afghanistan comme gérer les années 80 et 90 au moment même où se déroule une explosion des crimes de guerre entre 2001 et 2005-6, qui est vraiment le moment où c'est le pire moment en Afghanistan. Le pire a été au début, où vraiment il y avait une liberté totale d'action des forces spéciales, des milices agissaient dans tous les côtés, et donc on s'est retrouvé avec quelque chose d'extrêmement paradoxal et qui est très intéressant. On faisait fondamentalement très peu d'investissements dans les tribunaux. Les tribunaux ont été délaissés entre 2002 et 2008. On a dépensé en 2008 autant d'argent qu'entre 2002 et 2008 sur le ministère de la Justice afghan. On considérait fondamentalement que c'était une question marginale. Et le moment où on a commencé à considérer que la justice était important, c'était quand les talibans ont commencé à progresser par la justice. À l'inverse, la justice transitionnelle a reçu des budgets monstres. Sauf qu'elle recevait des budgets monstres alors même que les gens qu'elle devait juger étaient au gouvernement. Et donc on s'est retrouvé avec une série, en fait 3 rapports d'excellente qualité. Je ne peux pas ne pas tarir d'éloges devant ces 3 magnifiques rapports d'enquête sur les crimes des années 80 et 90, mais qui ont 3 effets de légitimation. La première, qui tous les 3 ont été des facteurs de légitimation, je veux dire, parce qu'il s'est passé à chaque fois la même chose, 3 fois, dans 3 institutions différentes, ce qui fait beaucoup, parce qu'il y a IRHRC, il y a le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, j'ai oublié le 3e. Mais à chaque fois, donc, Karzai refuse de publier le premier rapport. Donc, les Nations Unies refusent de publier leur propre rapport. Il n'y a pas que Karzai qui faisait ça. Donc, non seulement on ne publie pas le rapport, il fuite.
évidemment, à chaque fois il se passe la même chose. Il fuite, donc on a le rapport. Sauf que, en fait, il fuite, mais il se traduit par aucune procédure judiciaire, donc il décrédibilise le processus. Je veux dire, la crédibilité qu'a eu A.R. Archosy avec le fait qu'elle a fait un très très beau rapport qui n'a aucune conséquence judiciaire. Je veux dire, si on voulait décrédibiliser la notion de justice transitionnelle en Afghanistan, on l'a fait. La seule chose qui reste comme espoir aujourd'hui, c'est la CPI, fondamentalement, qui, elle, par son indépendance, son extériorité, elle est capable de faire des choses, mais je ne sais pas ce qu'elle fera parce que la pression est énorme. Des États-Unis, oui, la pression est énorme des États-Unis. Oui, il y a une mémoire des crimes de guerre talibans des années 90, bien sûr. C'est particulièrement le cas chez les Hazaras, qui se rappellent. Il y avait, au contraire, on a beaucoup mis en avant du côté Hazara les trois grands massacres. C'est Bamiyan, bon, évidemment Mazar, qui est le plus gros, et il m'en manque un. Il y a qu'à Hollande. Qui sont les trois massacres un peu visibles. Beaucoup de gens ont mis en avant, y compris dans les zones rurales d'ailleurs, les quelques histoires qui ont été un peu médiatisées autour de certaines lapidations, l'une en 96 dans le Lahman. Enfin, il y a eu toute une série d'histoires qui tournaient chez les gens. Mais c'est pour ça que je parle de l'importance les gens me disaient pas les talibans sont bien. Ils disaient pas les talibans sont des gens qui font bien les choses. Ils n'ont jamais eu le choix entre ce qu'ils voulaient et les talibans. Ils ont eu le choix entre le gouvernement et les talibans dans les campagnes. Et dans les campagnes en particulier, le gouvernement, c'était l'armée américaine qui s'implique dans les conflits, c'était tout ce que je vous racontais. Et donc, si vous voulez, il ne faut pas le regarder comme le fait que les Afghans auraient une vision idyllique des talibans. Au contraire, moi j'ai entendu des gens qui avaient une vision très réflexive des talibans et relativement précise et relativement critique. La reconnaissance de la supériorité du système juridique taliban, elle ne s'est pas faite dans une adhésion politique au programme ou une adhésion nécessairement aux valeurs de cette justice, mais simplement au fait que cette justice, elle rendait justice là où l'autre ne le faisait pas. Je te laisse compléter plus sur le terrorisme. Oui, enfin, moi je voudrais juste rappeler que c'est quand même les États-Unis, appuyés par les Nations Unies, qui vont enterrer toutes les enquêtes sur les crimes de Dostum, voilà. Crimes de Dostum, je vous rappelle quand même, c'est des centaines de combattants talibans faits prisonniers et étouffés dans des containers. Donc, bon, on est là dans du vrai crime de guerre assez lourd et ça a systématiquement été bloqué par les États-Unis. Donc, le problème qu'on a de manière générale avec les droits de l'homme, c'est que c'est très compliqué de lancer une enquête sur les droits de l'homme en Afghanistan parce que tous les pays occidentaux sont dedans. On n'est pas extérieur. Tout le monde a commis des exactions en Afghanistan et les talibans sont dans la moyenne. Ils sont pas. Non, mais objectivement, ils sont dans la moyenne. C'est-à-dire que ils sont alors certainement, pour être très clair, ils ont fait des crimes de guerre, mais Massoud aussi avait fait des crimes de guerre. Donc voilà. Donc, on est dans une position très compliquée, d'où le malaise qu'on a avec Adam, quand en ce moment, on redécouvre qu'il y a des problèmes de droits de l'homme en Afghanistan, où les journaux parlent de ça. Bon. Et on se dit, évidemment, c'est juste, c'est vrai, mais alors, quel silence pendant 20 ans. Alors, quel silence. Bon. Et pour revenir très rapidement sur le terrorisme, parce que là, la réponse, elle est claire, elle est simple, c'est que les talibans sont en bonne position pour éliminer l'État islamique dont ils ont commencé. Ils ne le font pas dans la dentelle, mais ça fonctionne assez bien. Et le seul danger que moi je vois, c'est que les Américains interviennent avec des drones et tapent un peu n'importe où, n'importe comment. Voilà. Donc, c'est des choses qui se jouent au sol, avec une connaissance du terrain. Les talibans peuvent contrôler l'État islamique et, je pense, l'éliminer sur quelques années. Martine Haribo, auditrice. Vous avez parlé tous les deux du soutien qui a été apporté au secteur privé. Alors aujourd'hui, même par rapport à l'avenir, est-ce qu'il y a encore un tissu économique qui peut être activé? Il reste quelque chose? Il y a de l'espoir sur ces petites entreprises qui avaient été soutenues, ou plus grandes d'ailleurs? Est-ce que là, il y a quelque chose de porteur pour la suite? Ça a été un des grands, je dirais même pas un paradoxe, parce que c'est très classique dans les opérations de type
de ce type-là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé du secteur privé, on a beaucoup parlé de l'entreprise, du libre marché, etc. Et en fait, c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que l'Afghanistan n'est pas une économie de marché, c'est autre chose. Je ne sais pas s'il y a des catégories spécifiques. Il n'y a pas de PME en Afghanistan. L'artisanat a été détruit. Alors ça tient pas spécialement, ça tient à des choses de plus long terme, notamment l'arrivée des produits chinois. Il n'y a plus d'artisanat, quasiment plus d'artisanat de luxe, à part un peu les tapis en Afghanistan. Donc il y a une perte de compétences. Toutes les zones industrielles financées, notamment à Ghazni, n'ont pas vu le jour. Les financements ont disparu mystérieusement. Les zones économiques, les zones industrielles n'ont pas vu le jour. C'est un pays qui repose sur la drogue, sur la contrebande ou le commerce légal, d'ailleurs, parce que quand même, il y a aussi du commerce légal. Il n'y a pas de production, il y a très très peu de production en Afghanistan. Et la plus grande entreprise qui a été créée par les Occidentaux en Afghanistan, c'est l'usine d'embouteillage Coca-Cola de Bagram. On a vraiment, à cet égard-là, une non-stratégie dans le secteur agricole, industriel. C'était effarant, le secteur agricole en Afghanistan. Effarant parce que ça fait vivre beaucoup de gens. Effarant parce qu'effectivement, s'il y avait une politique d'investissement un peu cohérente sur les questions d'agriculture, vous amélioriez le sort de personnes qui, justement, sont les gens qui ont fini par soutenir les talibans, quelque part, les cultivateurs, quoi. Et là, c'était tragique. Enfin, c'était au contraire, hein, la manière dont on intervenait, les mêmes défauts à peu près partout, ont plutôt provoqué de la désorganisation, de la perte de compétitivité. Et c'était difficile que les paysans afghans perdent de la compétitivité encore par rapport au Pakistan. Et vraiment, les modalités d'intervention l'ont fait. Hein. On a détruit le cheptel dans l'est du pays en décidant de les remplacer par des Hollandaises qui étaient amenées par avion. Enfin, on aurait un nombre d'anecdotes absolument délirants à raconter. Ce qui, dans le principe, n'est pas idiot. Enfin, comme nous expliquait un agronome spécialiste, un zootechnicien, voilà. Mettre un huitième de hollandaise ou un quart de hollandaise dans de la vache de la Cunard, ça marche. Amener une hollandaise par avion, ça marche pas. Voilà. Sauf que c'est ça qu'on faisait. On amenait mais vraiment, il y avait des avions qui amenaient des vaches hollandaises dans l'est du pays qui mouraient au bout de 2-3 ans parce qu'elles donnaient pas de lait, quoi. Et on en a une liste énorme d'anecdotes comme ça, de ces espèces. La zone industrielle de Ghazni, c'était effarant quand on a discuté avec les gens. Il y a vraiment eu une non-politique économique ici et une logique de prébande. Il faut voir ce qu'on fait quand on fait de l'investissement de cette manière. Oui, avec la construction de bulles, c'est-à-dire vu l'argent qui circulait en Afghanistan, les gens blanchissaient une partie de l'argent dans l'immobilier, avec du fait aussi de l'exode rural, une spéculation extraordinaire autour des villes. C'est le moment où la terre est plus évaluée en fonction de son rendement agricole, mais en fonction de son prix sur le marché immobilier. Et là, on a des phénomènes totalement délirants. Donc il y a eu à un moment donné un boom de la construction en Afghanistan, et des entreprises qui en ont profité. Nous, la dernière fois qu'on est y allé, il y a quelques années, c'était déjà terminé. Les machines de chantier pourrissaient, voilà, dans des grands parcs. Voilà, c'était terminé. Il y a une image qui, quelque part, résume parfaitement le type ce que fait l'afflux d'argent dans un contexte d'intervention en termes de courbe de croissance. Vous prenez la courbe de croissance afghane, mais celle malienne a des points similaires. Hein. C'est en dents de scie. C'est vachement... C'est marrant. Hein. On voit vraiment le côté bulle. C'est vraiment en dents de scie. Ah oui. Moi, je voulais savoir ce que devenaient les réserves de la banque centrale afghane qui ont été, paraît-il, gelées aux États-Unis. Oui. Non, elles sont toujours aux États-Unis. Et elles seront... elles seront... De toute façon, c'est de l'argent américain, quelque part, mais... elles seront. Je pense pas que les talibans pensent que l'argent va revenir un jour. Hein. Je pense pas que. Voilà. Pardon. Et les femmes, comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il y a un petit espoir ou est-ce que c'est parce que vous avez l'air de finir par les aimer, les talibans là? On nous a accusé de ça. J'ai aussi lu un article d'un journaliste aussi qui était sur le terrain, très tôt après ce qui s'est passé là, et j'ai été un peu étonnée et c'était très intéressant parce qu'au lieu de dire tout ce que disaient les journalistes ici, etc., ou ce qu'on entend, il était vraiment assez, il disait des choses très positives sur les talibans. Donc sur place, évidemment, vous voyez autre chose. Oh, je m'en souviens plus. Mais qu'en est-il donc des femmes? Est-ce que vous pensez qu'il y a un moment où il y a un espoir ou est-ce que c'est
terrible. Femmes, oui, c'est ça. Les femmes, je parle des femmes qui, c'est le plus facile, disons, les femmes qui ont fait des études supérieures, qui étaient avocates, je sais pas quoi, enseignants, machin, etc., et qui se retrouvent avec un truc sur la tête et... Non, mais juste parce que c'est important en termes de comprendre un peu qu'on parle de 25 millions de femmes et pas juste toujours des mêmes dont on parle ici en France. Hein. J'avais trouvé l'excellent titre d'un journaliste qui a fait du terrain, c'était peut-être celui-là, c'est pour ça que je me demandais, qui s'appelle Anand Gopal, hein, qui a écrit un article dans le New Yorker quelques jours après et qu'il avait appelé The Other Woman, les autres femmes, hein, celles dont on ne parle pas en Afghanistan, et qui justement a fait des entretiens dans les zones rurales où des femmes disaient l'arrivée des talibans, ça signifie le départ des troupes américaines. Hein. Une féministe afghane, et pour la peine de ces milieux éduqués, avait très bien résumé la situation à la radio en disant, en anglais évidemment, comme ces milieux le maîtrisent, que les femmes en Afghanistan, et cette fois elle parle fondamentalement des femmes éduquées, ont eu 3 ennemis, hein, les talibans, le gouvernement, l'armée américaine. Je crois qu'il y a 2 choses ici qui doivent être précisées. Hein. La situation des femmes a largement empiré dans les milieux éduqués, dans les villes, c'est évident. Premièrement, elle n'était pas bonne. Elle n'était pas bonne pendant ces 2 dernières décennies. Elle était très mauvaise. Je veux dire, au-delà du patriarcat généralisé dans la société afghane, parce que il y avait aussi dans les modalités de l'intervention un énorme discours sur la question de genre et une pratique qui était un peu moins, on pourrait faire à nouveau la liste des programmes un peu mis en avant et qui n'étaient pas GG, quoi. Mais l'autre élément qui est essentiel ici, c'est que effectivement, hein, moi on a eu un moment de frémissement dans les premières semaines où on avait l'impression que les talibans allaient donner accès aux emplois, à l'université. On a un frémissement un peu inverse en ce moment. Hein. Je vous parlais de ce chancelier de l'université de Kaboul, hein, qui vient de dire que les femmes ne pourront pas arriver dans les universités tant que là, un bon comportement islamique n'aura pas, les conditions d'un fonctionnement islamique n'auront pas été assurées. Et là, on retrouve le discours des talibans dans les années 90 sur les écoles. Hein. Ils n'ont jamais dit que les filles ne devaient pas aller à l'école. Ils disaient exactement, les filles iront à l'école lorsque les conditions de sécurité le permettront. Et donc, on a ici une continuité talibane assez forte. Ils ont pourtant besoin, et c'est toute la tension, hein, ils ont besoin de la fonction publique féminine. Les femmes ont énormément investi dans les études. Alors il y a une partie des femmes qui n'a pas d'avenir en Afghanistan, il faut le dire franchement. Hein, les femmes très éduquées, qui sont engagées politiquement, les femmes artistes, les femmes qui ont été militantes féministes. Il faut juste qu'elles partent. Enfin, voilà, leur avenir, il est ici, il n'est pas là-bas. Et nous, il faut juste qu'on arrête de se poser des questions sur qui on accueille et qui on n'accueille pas. Il faut accueillir. Hein. Je me permettrai juste une comparaison et après j'arrête. Mais le Vietnam, en 75, c'est 500 000 Vietnamiens accueillis. L'évacuation afghane, formidable, le plus grand pont aérien de l'histoire, c'est 100 000. Bon, alors, faut être optimiste. Les Canadiens sont passés de 20 000 à 40 000. Oui. Ce qui prouve qu'il vaut mieux être Canadien. Moi, je reviendrai pour ce qui est... Alors, les femmes, ça n'existe pas, mais pour ce qui est de ces groupes, non, mais les femmes comme collectif, moi, je suis un peu sceptique, mais sur le groupe de femmes qui vous intéresse, je crois qu'un des problèmes vraiment importants, c'est que systématiquement, les troupes d'occupation ont soutenu le féminisme. Ça pose un vrai problème. C'est-à-dire que pour la majeure partie des Afghans hommes, ça rappelle 2 choses. Ça rappelle les Soviétiques qui voulaient libérer les femmes afghanes et ça rappelle les Américains qui voulaient libérer les femmes afghanes. Et ça pose un vrai problème. C'est que le féminisme en Afghanistan, il a été gonflé à coups de millions par les opérateurs internationaux qui ne pouvaient pas voir une association féministe ou vaguement féministe sans lui donner de l'argent et développer des programmes. Systématiquement, il y a une assimilation entre l'étranger et le mouvement féministe. C'est catastrophique. Et le deuxième élément, et là je pense que ce n'est pas bon signe, c'est qu'on est dans une situation d'ultra-chômage où les postes dans la fonction publique, l'État afghan, c'est des postes rares. Et on va avoir le même phénomène qui s'est passé dans les années après 92, après la chute de Kaboul. Il y avait une féminisation de la fonction publique sous le régime communiste qui était très sérieuse. Et il y a eu une régression massive entre 92
et 2000, c'est les talibans, mais ça commence bien avant les talibans. Hein. Ça commence sous le gouvernement de Rabbani. Voilà, l'élimination des femmes parce que ça fait de la place pour les hommes. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire qu'il y a des considérations idéologiques, mais il y a aussi une vraie lutte pour avoir du boulot, quoi. Voilà. D'où la situation tragique, alors de toutes les femmes dont parlait Adam, mais aussi de toutes les veuves, femmes qui n'ont pas de salaire masculin, enfin de salaire ou pas de revenu masculin à la maison. Et là, ça va être compliqué. Ouais. Monsieur. En fait, j'avais une question sur le mouvement des talibans. Au niveau idéologique, est-ce qu'il est proche du mouvement d'établir Est-ce qu'il y a des points communs? Est-ce qu'ils ont des connexions économiques, idéologiques, politiques? Il y a eu tout un moment c'est d'ailleurs le mouvement Tablieri est parvenu à maintenir une circulation en Afghanistan de tout temps, j'ai presque envie de dire, dans les années 90 et 2000, hein, parce que moi je les croisais à Jalalabad, je me souviens, ils étaient très là, mais il y avait pas d'incompatibilité. Enfin, il y avait les Tablieri avaient la place de passer. Si vous voulez, vous avez un mouvement qui est fondamentalement construit sur le clergé. De l'autre, vous avez un mouvement qui pratique des formes de prédication. Bon, c'est la même racine, quoi. C'est ça. Par contre, alors là, j'ai eu des informations pas encore vérifiées, mais il semblerait que les talibans font la chasse aux vrais salafistes, pas les gens aux vrais salafistes en Afghanistan, qui ont fermé une série de centres, de mosquées salafistes. Donc ça, c'est à surveiller. Ce sera intéressant de voir si effectivement ça se confirme. Et le Hezbollah Tahrir aussi. Je pense qu'ils vont être durs. Ils vont être fermés. Non, mais c'est logique. Ça va avec. C'est un mouvement vachement monopoliste. Enfin, si on veut comprendre les talibans, ils ont un côté. Ils veulent le pouvoir. Ils le concentrent dans les mains du clergé. Ils veulent leur type de clergé, quoi. Oui. Bon, une dernière question. Où en est le pays sur le plan Covid? C'est une bonne question. Alors, on n'a pas de chiffres. Deux, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une la fermeture d'un nombre important de cliniques. On a des anecdotes comme ça. Une jeune femme qui est partie avec ses deux enfants là, qui étaient dans le vol de Mazar, elle a eu son père et son mari qui sont morts du Covid il y a 3-4 mois. Alors on a plein d'anecdotes comme ça, et visiblement, malgré l'âge médian très jeune, ça tape. Ouais. Il n'y a pas de processus de vaccination? Non. Rien. Mais ceci dit, c'est pas du tout. Rien ne s'oppose aujourd'hui. Les talibans ne sont pas contre la vaccination, au contraire. Rien ne s'oppose à ce qu'il y ait des campagnes de vaccination aujourd'hui en Afghanistan. Ils ont même été les premiers à revendiquer le masque en Afghanistan. C'était une déclaration extraordinaire qu'ils avaient fait en mars 20, de mettre en avant et de dire que les militants talibans sont chargés de vérifier le maintien du masque. Je ne sais pas ce qu'il en a été, mais la déclaration elle-même, elle est hyper représentative de cette volonté, de ce rapport des talibans à l'ordre international. Il y a vraiment ce côté. Ça, c'est un pays où on peut faire de la vaccination polio, on peut faire plein de vaccinations. Il n'y a aucun problème. Ils ont toujours été pour. D'ailleurs, tous les mouvements armés en Afghanistan ont été tous pour la vaccination. Je ne crois pas me tromper. Par l'État islamique, bon, mais ça, c'est un peu des fous furieux. Mais tous les gens qui ont une implantation sur un cœur ne sont jamais opposés à ça. Un élément important de réponse là-dessus, c'est que le problème de la fermeture des cliniques ici, c'est pas les talibans, c'est nous. C'est nous qui avons cessé de financer les cliniques. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que il y avait un appel, moi j'ai trouvé ça poignant, d'une Norvégienne d'origine afghane qui travaille dans les programmes de polio dans le sud. Et alors là, pour la peine, c'était principalement des infirmières. Ils ont dû virer tout le monde et arrêter parce que leurs donateurs ne pouvaient plus donner en raison des politiques européennes et américaines. Et donc les cliniques ferment, les cliniques s'arrêtent, renvoient les gens chez eux. Et là, les talibans voulaient le maintien des cliniques, évidemment. Ils ont leurs enfants qui vont ils ont leurs femmes qui vont dans les maternités, ils ont les vaccins polio, ça les concerne. Et on a un problème particulier, c'est-à-dire que
on détruit la structure. Les gens qui sont licenciés, parce que de fait, ils sont licenciés, ils vont pas forcément attendre chez eux et attendre que ça rouvre. C'est des gens qui peuvent penser à partir à l'étranger, ils ont les profils pour ça. Et donc, c'est les structures qui risquent de disparaître. Après, c'est compliqué de remonter les structures. Hein. Il faut trouver des gens. Sur le plan de la santé, par exemple. De la part des talibans ou de la nôtre? Des talibans. Les talibans, si, mais avec peu de choses. Et puis surtout un manque de compétences, de moyens. Enfin, voilà. Ouais. Moi, je voudrais peut-être vous demander, pour conclure, c'est quand même une extraordinaire défaite des Occidentaux, des États-Unis, de la France. Est-ce que vous sentez le début d'un, autocritique, c'est beaucoup dire, mais d'une réflexion autour de cette défaite et de tirer les leçons de cette défaite? Alors, à part Adam et moi qui n'arrêtons pas de proclamer partout qu'il faut faire des bilans, la réponse est clairement, absolument non. Il n'y aura pas de l'équivalent de ce qu'on a fait pour le Vietnam, enfin les Américains ont fait pour le Vietnam. Il n'y aura rien en France. On parle de la France ou plus généralement? États-Unis et France, disons États-Unis, parce que c'est quand même eux qui États-Unis, c'est compliqué, mais je pense que l'ambiance générale est plutôt à la fuite. Ça ne veut pas dire que l'échec en Afghanistan n'a pas de conséquences. C'est-à-dire qu'avant qu'on renvoie une armée occidentale faire n'importe quoi ressemblant du state building, il va se passer beaucoup de temps. Donc je crois que tout le monde met ça sous le tapis, parce que c'est trop honteux. En même temps, les conséquences en sont tirées. Je pense que les annonces de Macron au Mali sont aussi quelque chose comme ça. Donc je crois que ça joue dans le sens du désengagement. Les Américains sont en train de se désengager de l'Irak, ils vont se désengager de la Syrie un jour ou l'autre. Nous, je pense que le Sahel, on va laisser tomber parce que c'est trop coûteux. Donc en fait, tout le désengagement occidental, je pense, il est animé aussi par cet échec afghan. Oui, on attend toujours la commission parlementaire française sur l'intervention. On a une représentation nationale qui normalement a un rôle d'enquête sur les dépenses, 3,5 milliards de dépenses françaises, 100 soldats français tués, 300 blessés, 400 blessés, je ne sais pas quel est le chiffre. On attendrait un moment que des parlementaires exigent une forme de commission d'enquête. C'est pas un rôle de chercheur, c'est pas un rôle de journaliste, c'est un rôle normalement d'audit de la représentation nationale sur l'action de l'exécutif. On a une espèce de paradoxe entre la comparaison permanente Afghanistan-Mali. Je suis absolument d'accord avec Gilles. Hein, les effets sont évidents. Alors, les militaires en parlent, les civils en parlent, toutes les agences gouvernementales parlent, disent le Mali, il faut surtout pas que ça devienne l'Afghanistan. L'Afghanistan est devenu la référence de tout. Mais on ne sait pas de quoi, parce que pour savoir de quoi, il lui fallu avoir un bilan, un rapport clair, net, précis, disant, et c'est pas impossible à faire. Hein, c'est un problème franco-français. On a un problème avec notre hyper-présidence incapable de faire ce genre de choses. Là où les Norvégiens ont fait une commission parlementaire d'excellente qualité, et d'ailleurs ils ont pu la faire honnêtement. Ils ont dit que la Norvège avait plusieurs objectifs. Le premier était l'alliance avec les États-Unis. Ensuite, il y avait le terrorisme, la démocratie, tout ça. Et donc tout ça, ça a raté. Mais le premier objectif, démontrer aux États-Unis que nous sommes un bon allié, a réussi. Et donc fondamentalement, l'action norvégienne, la représentation parlementaire a dit, elle avait un sens. Par contre, il faut réfléchir maintenant à nos modalités d'action, et donc ils ont fait un bilan critique. J'aimerais bien voir ça. Oui, mais dans le contexte français, expliquer qu'on est en Afghanistan pour faire plaisir aux États-Unis, en ce moment, c'est un peu assumé, hein. C'est un peu compliqué. Bon, un grand merci à vous deux. Vous pouvez continuer. Je rappelle qu'il y a vos deux livres qui sont là en vente.